Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Antoine Clément. À 24 ans, Antoine a entrepris un projet audacieux, traverser les États-Unis du Mexique au Canada en suivant le Pacific Crest Trail. 4270 km, 120 000 mètres de dénivelé positif et 65 jours d'effort à travers des paysages variés et souvent exigeants. Dans cet épisode, Antoine partage avec nous les coulisses de cette aventure, les défis rencontrés au quotidien, des questions logistiques aux aléas climatiques, en passant par la gestion de la fatigue sur une si longue durée. Au fil de notre échange, il revient sur ce que cette expérience lui a apporté tant sur le plan physique que mental. Il évoque la manière dont il a abordé l'effort, les moments difficiles, mais aussi les petites satisfactions qui jalonnent ce type de projet. Et parce que l'aventure appelle souvent de nouveaux défis, il nous parle de son rêve de participer un jour à cette course mythique qu'est la Barkley et ce qu'il met en place pour atteindre cet objectif. Mais je ne vous en dis pas plus. Antoine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Salut Antoine. Salut Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Ça va ? Bah ouais, ça va très bien et toi ? Très très bien. J'ai une première question très dure pour toi, c'est quoi ta meilleure journée de la semaine, aujourd'hui inclus ? Alors belle question. Je dirais c'est aujourd'hui là parce que juste avant là j'ai fait une petite session d'entraînement avec 2 copains que j'avais pas vus depuis le collège, donc c'était très amusant de les revoir. Ok, comment vous avez renoué ? Bah écoute, en fait ils ont vu que je faisais beaucoup de sport, etc., notamment sur les réseaux sociaux, donc ils ont repris contact avec moi et puis là je leur ai redonné goût au sport, donc ça fait plaisir. Parfait. Bon, espérons que la journée continue à être aussi bonne à l'issue de notre échange. Antoine, on enregistre cet épisode le jeudi 6 février et figure-toi qu'en ce même jour, il y a 53 ans, l'astronaute Alan Shepard jouait au golf sur la Lune lors de la mission Apollo 14. Donc lui, il a choisi le golf. Toi, ça aurait été quoi le sport que tu aurais aimé tester en apesanteur, s'il y en avait un par lequel tu commencerais ? Je pense que j'aurais aimé le baseball. J'aurais bien aimé taper et voir jusqu'où va la balle. Ah, t'as de quoi faire un home run solide, ouais, là, je pense. Peut-être jusqu'à la Terre même. Et s'il y avait un programme expérimental pour aller faire un trail sur la Lune, tu serais partant ? Ouais, mais je pense que ça doit être compliqué de gérer la gravité, etc. À la pesanteur, ça doit pas être évident. Pas facile. Et les ravitaux, il y a un petit sujet aussi. Mais surtout, j'aimerais bien parce que je sais que sur Mars, il y a le plus haut sommet du monde entier, enfin de l'univers du coup, qui fait, je crois, 20 000 mètres d'altitude. Donc, c'est intéressant. Ça s'appelle le Mont Olympus, je crois. Beau projet. Ouais. Je sais pas si on verra l'ascension du Mont Olympus de notre vivant, mais c'est intéressant en tout cas. Antoine, je te propose de démarrer par la classique question d'ouverture du podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs sans parler de sport à ce stade ? Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi ? Pas évident parce que toute ma vie tourne autour du sport, mais on va essayer. Alors du coup, je m'appelle Antoine Clément. Donc mon vrai nom de famille, c'est Clemente Soler parce que mon père est espagnol. Je suis un grand fan de musique classique et d'opéra et de cinéma. Et j'adore aussi tout ce qui est Seigneur des Anneaux, l'univers un peu fantastique. Donc voilà, j'ai une grande passion pour ça. Et puis voilà, j'adore la solitude. J'adore passer du moment avec moi-même, écouter de la musique et regarder des films. Et à côté, tu te tolères ? Tu t'apprécies bien ? Ouais, j'adore. Et puis effectivement aussi au passage, j'adore aussi les rencontres. Donc voilà comment je me définis. En termes d'âge ? Alors j'ai 25 ans. Merci beaucoup Antoine, tu t'en es bien tiré franchement. Souvent quand je pose cette question-là, les gens à un moment glissent par la force des choses un petit thème qui se rapproche du sport. J'ai eu le podcast avant. Ouais. Est-ce que tu veux bien revenir là pour le coup maintenant sur ta pratique du sport dans tes plus jeunes années ? C'était très ancré dans ta famille, je crois, entre ton papa et puis la fratrie. Ouais, effectivement. Alors j'ai commencé le sport assez jeune, à l'âge de 9 ans, parce que en fait le cross-country, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme je le présente souvent, c'était un peu le sport national dans les collèges en France, et donc pour moi c'est un peu un passage obligatoire, notamment essayer de remporter le fameux cross-country parce que mon père les avait gagnés, mes frères aussi. Donc du coup j'avais un peu cette pression chez moi d'être le petit dernier et de devoir gagner aussi les crosses. Donc c'est pression que tu te mettais tout seul ou que eux te mettaient ? Non, c'était tout seul, mais on avait cette petite compétition avec les frères, quoi, de me dire tiens, je veux pas me faire ramasser, quoi. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Du coup, j'ai gagné les crosses, donc ça se passait bien. Donc c'est un peu comme ça que je suis tombé un peu amoureux entre guillemets de la course à pied. Après
la passion vraiment du trail, etc., c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. On aura l'occasion d'en revenir plus après. Mais c'est vrai qu'après, bon, j'ai eu l'occasion de faire du foot, des sports de combat, toucher un peu à tout. Et c'est vrai que c'était assez cool justement de pouvoir avoir une variété de sports dans mon petit bagage. Donc, tu as eu une âme de compétiteur qui a été très vite nourrie? Ouais, bah surtout les crosses. Les crosses, tu joues des coudes, t'as envie de battre, de te battre à l'entrée, au départ. Et c'est vrai que c'est très sous-coté le cross. Je vois qu'il y en a beaucoup qui en font en ce moment, notamment Vincent Piguard, Théo Détienne et tout, parce que c'est très, ouais, on peut vraiment vivre des superbes sensations. Donc, à chaque fois, les comptes rendus font un peu peur. Là, t'as l'impression qu'ils crachent du sang, ils décrassent la machine, etc. Mais j'ai l'impression que c'est très bénéfique. Effectivement, on a vu beaucoup de trailers, là, je trouve, ces dernières semaines à l'œuvre, et briller d'ailleurs sur des formats à la fois de cross et même sur des formats de route. Par exemple, la Blandine Lirondelle qui a battu son record sur 10 km. Enfin voilà, on voit qu'il y a de plus en plus quand même de diversité dans les choix et que tout ça un peu nourrit la performance trail, qui est, je pense, reste leur objectif de cœur. Ouais, totalement d'accord. Donc il y a eu beaucoup de sports, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, de la musculation, des sports de combat que tu as été pratiqué, puis qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu as fait le choix d'arrêter? Alors en fait, la musculation, c'est venu un peu comme beaucoup de gens qui commencent la musculation. Soit ils commencent parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, ou soit parce qu'ils se font quitter par leur petite copine. Et moi, c'était le deuxième. Donc j'étais quitté par ma petite copine, et du coup, j'avais envie de changer un peu physiquement. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à la musculation. Après, c'est vrai que c'est un sport assez chronophage, si on peut appeler ça un sport, la musculation. En fait, il y a pas vraiment de compétition, c'est beaucoup avec toi-même. T'apprends beaucoup au niveau de discipline, mais c'est vrai qu'on fait vite le tour au bout d'un moment après avoir atteint ses objectifs. Enfin, en tout cas, t'as commencé à quel âge? J'ai commencé à l'âge de 16 ans, tu vois, à faire d'abord des petites pompes autour de chez moi. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été pris d'amour pour les sports de combat, un peu le chemin classique, quoi, pour prendre confiance en soi. Et donc, j'ai vraiment progressé. J'ai fait des compétitions à quand même un gros niveau, parce que j'ai pu faire notamment des combats en semi-professionnel, etc. Donc c'est vrai que voilà, le côté art martial, le côté ça m'a appris beaucoup d'humilité, notamment de savoir en fait qu'on n'est pas forcément le meilleur. Même si on a les plus gros muscles, en fait, il y a toujours plus fort que soi. Et tu vois, tu redescends un peu, et c'est vrai que ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'après, j'ai pris quand même du niveau, donc c'était très intéressant. Donc ça nourrit à la fois ta confiance et ton humilité, les deux. Et effectivement, et c'est un sport qui se rapproche bizarrement, je trouve c'est assez proche de l'ultra trail au final, au niveau des sensations, parce que tu as ce sentiment de peur qui est assez présent, notamment la peur de l'autre. Dans l'ultra trail, c'est plus la peur de l'inconnu, le peur d'aller parfois, tu sais, aller chercher trop loin dans ses sensations. Et là, c'est pareil. T'as beaucoup d'inconnus parce que tu affrontes des gens totalement différents. Donc, c'est ça que j'adore. Et puis, il y a cet aspect aussi très de respect et de fraternité dans les sports de combat, que je retrouve beaucoup dans l'ultra trail aussi, qu'on voit pas trop, notamment dans les courses sur route et tout. C'est très compétitif, où ça se parle pas trop, etc. Donc, c'est vrai que j'ai adoré ça. Et puis après, comment c'est venu la passion pour l'ultra trail? En fait, j'étais sur Facebook en février 2018. Et puis je tombe sur un documentaire qui s'appelle La Barclay sans pitié de Alexis Berg, et un documentaire magique, quoi, en noir et blanc avec que des images, etc. Et je tombe sur le documentaire, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et tu connaissais pas la course à ce moment-là? Ouais, c'est pas la course. En fait, ça parlait de la Barclay Marathons, donc qui est une course considérée comme la plus difficile du monde aujourd'hui, qui a été terminée par Aurélien Sanchez il y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est vrai que je découvre cette course, et à l'époque il y avait pas grand monde, il y avait quoi, il y avait eu que 14 finishers, si je dis pas de bêtises. Donc ça avait pas encore l'aura que ça avait aujourd'hui. Et donc je regarde ce documentaire et je me dis OK, c'est bon, quoi, c'est ça que je veux faire. Et comment on va y arriver, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, j'y comprenais rien, je connaissais rien à ce sport. Je me dis, comment on peut courir 200 km dans une forêt comme ça en cherchant des livres? Ça n'avait aucun sens, mais j'étais vraiment tombé amoureux du truc. C'était le côté aventure et dépassement, c'est ça qui prenait le dessus là sur ton envie, ce qui a suscité ton envie? Ouais, en fait, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si toute ta vie tu t'es dans une grotte, et puis t'as une lumière qui apparaît comme ça au bout du tunnel, et t'as l'impression que c'est une main qu'on te saisit pour te dire, ah là, c'est ta vie va changer. Et en fait, la Barclay aujourd'hui, j'en fais toujours une obsession, mais je vois vraiment tout ce que ça m'a apporté dans ma vie, que ça soit toutes les rencontres que j'ai pu faire, notamment le côté sportif, le côté psychologique. Donc c'est vrai que j'en avais pas conscience à l'époque de ce que ça allait m'apporter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je prends du recul, je me dis j'ai bien fait de saisir cette petite main invisible, quoi. Donc à l'instant où tu vois ce documentaire, tu es déjà dans une logique de construire le terrain pour aller jusqu'à cet objectif, quel que soit le temps que ça va prendre. Tu es tout de suite dans l'idée de poser des premières briques? En fait, c'est en 2018, donc à cette époque-là, j'ai 18 ans, donc je suis quand même très jeune, très naïf. J'ai un peu l'impression de pouvoir faire des choses, mais au final, je suis pas capable de les faire. Donc, du coup, j'y suis allé quand même assez brutalement, beaucoup trop rapidement. J'ai directement fait un trail de 40 km.
alors que au final je courais 5 km chez moi, je faisais pas grand chose, et donc je me suis blessé, la classique comme tout le monde, et donc je me suis retrouvé à être blessé pendant 2-3 ans quoi. Donc au final j'avais ce petit ce petit rêve en tête, mais bon, le fait d'être blessé ça a un peu handicapé les choses, et du coup je continuais le MMA et la musculation à côté sans vraiment mettre les moyens pour arriver à ce rêve. Et puis c'est après avoir solutionné ces blessures que j'ai commencé à mettre la cinquième et à me dire ok, là comment on va faire pour arriver à ce rêve. L'étape d'après, donc dans ta pratique sportive, c'est la mise sur pause de la MMA et de la muscu. Est-ce que c'est pour laisser de la place à la course à pied? Est-ce que c'est le fait que tu aies retrouvé des capacités physiques pour la course à pied, pour pouvoir pratiquer, qui a fait que, comme ton cœur te portait vers ça, tu as délaissé la muscu? Comment tout ça s'est mis en œuvre? En fait, c'est assez marrant. En fait, c'est parce que du coup, je faisais un peu tout, musculation, MMA, course à pied, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai un ami qui s'appelle Yann et qui est vraiment mon meilleur ami. Et en fait, il m'a appelé, il m'a dit Antoine, si tu veux la Barclay, faut que t'en fasses une obsession, parce que voilà, quand tu regardes les gens qui ont fini la course, ils en ont tous fait une obsession. Donc, il faudra que tu fasses un choix à un moment, quoi. Et c'est vrai que en fait, on se parle pas beaucoup avec ce meilleur ami, mais dès qu'il me dit des choses, pour le coup, c'est ça rentre vraiment dans ma tête. Et donc là, je me suis dit ok, bon bah là, va falloir faire un choix. Et c'est vrai que c'était pas compatible. Donc du coup, j'ai arrêté les autres disciplines. Et c'est là où j'ai commencé à m'impliquer. Quand je suis arrivé officiellement à Paris, ce qui est paradoxal parce que Paris qui n'est pas la ville du trail, mais en fait, je me suis beaucoup pris de passion pour la Barclay, pour l'ultra trail en arrivant à Paris. Et puis j'ai eu beaucoup d'inspiration, mine de rien, ce qui est assez paradoxal aussi, par Monsieur Bouchex, parce que c'était un peu le seul ultra trailer dans Paris qui sortait un peu des codes, qui faisait un peu des trucs un peu loufoques. Et moi, c'était un peu ce que je voulais faire pour justement arriver à la Barclay à un moment. Je me disais qu'il fallait que je fasse un peu des trucs un peu foufou. Donc j'ai commencé à faire des trucs comme le 100 V de gravel. Je suis allé au circuit des 25 bosses faire pas mal de boucles. Je suis allé dans les Montmartre pour m'entraîner. Et puis petit à petit comme ça s'est fait tout seul quoi. Et puis le petit chemin, le petit chevalier a fait son chemin quoi. Et jusqu'à arriver jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être les courses qui ont été marquantes ensuite? Il y a eu la Pic-Ariège, il y a eu le GR20, l'échappée belle, la Diag, Madère. Voilà, qu'est-ce que t'ont apporté chacune? Est-ce qu'il y en a qui ont été plus fondatrices que d'autres dans ton cheminement? Alors en fait, ce qui était important pour moi quand j'ai défini le cheminement vers la Barclay, c'était de me dire voilà, faut que je sois capable de faire tout ce qu'ont fait les autres, en tout cas, ou faire mieux. Et donc je me suis dit bon, va falloir bien commencer quelque part. Et j'étais incapable de pouvoir faire des traversées super longues, des projets super longs. Donc je me suis dit on va faire des trucs classiques et donc des ultras. Et donc j'ai commencé à me faire une petite liste. Et puis je me suis dit tiens, on va essayer de regarder quel est le trail le plus difficile de France. Pourquoi pas essayer de regarder ça. Et puis à l'époque c'était pas très connu. C'était le challenge Montcalm, donc la Pika Pika, Pic-Ariège. Et donc la Pika Pika cette année-là était pas possible parce qu'il y avait des conditions météo. Enfin je sais pas, c'était un peu compliqué. Du coup il y avait la Pic-Ariège. Et donc je me suis inscrit à la Pic-Ariège en ne sachant absolument pas comment j'allais faire mon entrée, etc. C'est mieux de pas savoir. Ouais, valait mieux pas parce que sincèrement je ne conseille pas. Les ratios sont fous. Hein, je conseille pas d'y aller. Je conseille pas d'y aller en première ultra parce que pour le coup c'était mon premier ultra. Donc parce que je considère que c'est un ultra pour le coup parce que c'est quand même 70 km et 7000 mètres de dénivelé positif et dans de la bonne caillasse. Et donc je l'ai fait et c'était une expérience incroyable parce que du coup j'ai découvert des choses que j'avais jamais vécues, des hallucinations parce que j'ai mis 20 heures pour le faire. Donc ça témoigne du chantier, 20 heures pour 70 bandes, c'est quand même bien long. Le premier je crois il met 13 heures donc voilà. Et c'est vrai que voilà, j'ai passé 2 nuits, du coup la première nuit, après tu passes la deuxième nuit. J'ai eu des hallucinations. C'est le moment où je découvrais les ampoules, quoi. Tu vois, genre vraiment, c'est des trucs complètement idiots aujourd'hui, mais ça m'a appris quand même pas mal de choses. Et surtout, à cette époque, sur cette course-là, il y avait le Raw Pacer. Aujourd'hui, il faut payer pour avoir des pacers parce qu'il y a trop de monde. À l'époque, elle était pas très connue. Donc j'ai fait cette course-là avec 2 superbes amis à moi et avec ma copine de l'époque. Et c'est vrai que c'était un moment incroyable de partager ça, quoi, de partager, des moments de galère avec tes copains. Franchement, c'était inoubliable. Donc c'était la première course. Et donc un très très grand souvenir. Puis après effectivement il y a eu d'autres courses qui ont suivi comme Madère. Donc voilà. En fait ma logique c'était toujours de me dire faire les courses un peu les plus difficiles. Donc pour moi il y avait Madère qui était considérée comme une course très compliquée, la Diagonale des Fous forcément. Donc c'était un peu le trio et j'avais aussi l'échappée belle. C'est un peu quand on parle des courses difficiles en France on parle un peu de ces 4-là. Il doit y en avoir d'autres bien sûr. Je sais que je vais en contrarier peut-être certains mais je pense que c'est un peu le quatuor des courses, même si Madère, excusez-moi, c'est au Portugal. Et donc voilà, il y a ces 4 courses en Europe et c'était important pour moi de les remplir et de me dire que j'étais capable de les finir, de les faire et de me sentir à l'aise avec les courses. Et surtout d'y aller crescendo. J'ai fait Pic-Ariège, après Madère et puis après Échappée belle et ainsi de suite. Il y a la Barclay là en ligne de mire dont tu parles, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi à faire ces défilés dans ta démarche d'aller chercher les courses les plus difficiles, de finalement plus trouver d'intérêt une fois que tu te sors de ces courses-là, d'être un peu perdu sur ce que peut être le coup d'après parce que justement de mettre le curseur très haut d'emblée,
peut aussi créer cette espèce de perte de sens ou d'objectif ensuite. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, je l'ai eu notamment quand j'ai fait ma traversée des USA il y a pas si longtemps que ça. Quand j'ai terminé ce projet-là, en fait, j'avais plus goût en rien parce que j'avais tellement atteint un haut niveau d'adrénaline que j'avais un espèce de syndrome de dépression post-trail, on appelle ça. Et donc, c'est vrai que t'as l'impression que voilà, en fait, il y a plus rien qui est bien parce que tout ne t'apporte pas la même sensation que ce que t'as vécu. Donc, c'est vrai que je crains un peu ce moment-là, mais en même temps, je l'ai déjà vécu. Donc, du coup, je sais ce que c'est et du coup, je saurais comment le maîtriser. Mais c'est vrai que si je devais donner un conseil, c'est plutôt d'y aller étape par étape. Parce que moi, mon objectif, c'est de me dire que je voulais faire la Barclay le plus jeune possible. Et c'est pour ça que voilà, j'ai essayé de brûler un peu les étapes de manière assez contrôlée quand même. Mais ouais, je pense que ouais, faut quand même anticiper ce petit moment-là, de pas aller trop vite et de mettre le frein parce il y a tellement de choses, tellement de courses, tellement de belles choses à voir que ouais. Tu pourrais prendre du plaisir là justement sur une course qui est peut-être moins challengeante sur le papier, mais tu vois, aller faire une course avec un dénivelé plus raisonnable et une distance plus courte. Est-ce que ça peut être source de plaisir ou ton plaisir vient quand même principalement par cette idée de pousser très loin, de te challenger, de te confronter vraiment à ce qui est de plus exigeant? Bah en fait, typiquement, j'ai fait un ultra, ça s'appelle l'ultra des Herbiers, qui c'est 133 km. C'est un ultra qui est assez compliqué parce qu'en fait, c'est que dans la boue pendant 130 km et c'est que de nuit en plein hiver en mois de décembre. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Je me suis dit, il est roulant le trail et au final, il y a plein d'autres, excusez-moi du terme, mais plein d'autres petites merdes qui se mettent dans la course pour t'handicaper. Donc en fait, j'aime bien avoir ce petit truc-là. Mais oui, je suis d'accord avec toi. J'aime bien aussi de temps en temps, voilà, faire des petites courses assez courtes pour travailler la vitesse. Faire des petites courses comme on appelle les courses saucissons quoi, c'est assez cool même pour l'ambiance et tout, donc ouais, j'aime quand même faire ce genre de choses, mais je garde quand même la priorité de faire du technique et de courir dans du pentu quoi. Dans ces courses-là, tu es dans une démarche qui est plutôt solitaire ou est-ce que tu l'abordes, l'esprit collectif est là, ou est-ce que comme tu as des velléités quand même de pousser un peu loin et je sais pas à quel point tu places le curseur de performance, mais est-ce que ça veut dire que ton projet il passe d'abord par un objectif personnel, de réalisation personnelle? Si on prend l'exemple de course, en tout cas, avec des dossards et des chronos. En fait, ça dépend. J'essaye d'équilibrer un peu les choses. Par exemple, sur une diagonale des Fous et Madère, j'essaye de remettre un peu les mains sur mon niveau aussi par rapport au niveau de la course. Et j'essaie de le situer. Donc, je me dis, voilà, là, je peux... En fait, l'ultra, pour moi, faut pas forcément viser une place, faut viser un temps. Et le temps va t'apporter une place. Si tu fais 19 heures à l'UTMB, bon, parce que littéralement, il y a 4 personnes qui peuvent le faire, et ben en fait t'es quasi sûr de finir sur le podium. Du coup, tu vois, en visant des temps, déjà tu te mets moins de pression, je pense, par rapport aux autres. Et typiquement, c'est ce qu'a fait Vincent cette année sur l'UTMB, c'est qu'en fait, je pense qu'il a dû focaliser le truc sur le temps. J'ai pas écouté ce qu'il disait, mais il s'est pas forcément focalisé sur les autres. Et au final, les autres sont tombés petit à petit. Et ce qui fait qu'au final, il a bien performé. Et moi, c'est ce que voilà, j'aime faire aussi, c'est de me focaliser sur un temps. Et je pense que comme ça, t'es jamais déçu en fait, parce que tu te dis voilà, quoi qu'il arrive, j'ai fait mon chrono. Bon, il y avait peut-être 100 mecs aujourd'hui qui étaient meilleurs, 20 mecs, mais voilà, j'ai fait un superbe temps quand même. Donc je peux m'en satisfaire quoi. Donc je pense que ouais, la priorité c'est quand même de voir un chrono. Après attention parce que le chrono peut aussi mettre beaucoup de pression. Donc je pense que c'est très important dans sa saison d'équilibrer les choses, c'est-à-dire d'avoir des objectifs plutôt plaisir, des objectifs plutôt très compétitifs avec un aspect vraiment performance. Et c'est pour ça que j'adore mettre des projets off dans l'année où là t'as pas du tout cette idée de dossard et tout sort de là quoi. Donc c'est la question que j'allais te poser justement, la place pour les off, est-ce que c'était un indispensable complément dans une année aux courses officielles et à quel point ça nourrissait autre chose chez toi? Ah bah clairement, moi si je pouvais faire que des off, je ferais que des off parce que c'est ce qui m'anime en tant que coureur. Mais après voilà, j'ai quand même ce désir de combat, d'avoir cet esprit compétitif, de pouvoir me mesurer un peu aux autres parfois. Et je trouve ça aussi galvanisant et motivant de savoir où on se situe un peu dans son niveau. Mais c'est vrai que voilà, les off, aller partir à la montagne, tracer une trace comme voilà dans tout droit azimut qui longe les crêtes et juste se suivre, ou alors regarder sur le site FKT un peu les records qu'il y a et essayer de se mesurer. Enfin moi je trouve que c'est et puis pour moi ça revient à l'essence même du trail, c'est-à-dire qu'en fait t'as pas d'assistance, t'as pas de ravitaillement, donc tu dois te débrouiller tout seul. Et quand on voit un peu voilà aujourd'hui sur les courses comme l'UTMB, c'est assez fou quoi, les mecs enfin il reste quoi, ils doivent rester 5 minutes sur les ravitaillements sur toute la course. Enfin je veux dire c'est une folie quoi, c'est vraiment la Formule 1. Donc après bon bien sûr aujourd'hui je vois quand même qu'il y a un attrait pour les projets off. Enfin j'ai pas forcément une grosse communauté, mais je vois par rapport aux gens qui me contactent ou qui m'en parlent, ils me disent qu'en fait vu que le prix des dossards a augmenté, les gens ont vraiment envie de se tourner vers des projets off, d'aller dans la montagne et de plus mettre la pression avec des dossards quoi. C'est pas tout à fait dans la ligne de ce que tu dis, mais je trouvais la démarche intéressante. J'ai échangé avec quelqu'un aujourd'hui qui, dans le cadre de courses officielles, en fait, enlève la puce pour pas du tout avoir de chrono, en fait. Donc, sur chaque dossard, quand elle fait des courses officielles,
elle décroche la puce pour s'affranchir complètement de la notion de chrono, etc. Donc c'est voilà, abordé avec un esprit un peu sauvage et libre. En fait, finalement, une course, là pour le coup, tu as une organisation, une structure, ce qui est pas le cas des off. Mais je trouvais que la démarche elle a aucune référence chronométrique sur ces marathons, tu vois, on peut rien trouver. Parce que je posais la question parce que elle enlève les puces, voilà. Et sur la Marseille-Cassis, apparemment, il check la puce, elle passe le contrôle et ensuite elle l'enlève, tu vois, pour être complètement libre. Je trouve ça très intéressant. C'est pirate, quoi, j'adore. Ouais, c'est chouette. Avant de plonger dans la suite de l'épisode et les rubriques classiques et là, entrer dans ta course épique, je voulais qu'on revienne à ton actu fraîche. On va commencer par ton actu de fin janvier. C'était la première édition de la Backyard du côté de Toulouse. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Est-ce que tu as trouvé la course singulière? Est-ce que ça a pu peut-être t'apporter, te démontrer là sur ce format donc de boucle de 6,7 km avec un départ toutes les heures, etc. C'est un exercice qui est un petit peu différent de ce qu'on peut connaître habituellement. Voilà, quel est ton retour d'expérience? Alors clairement, c'est une course vraiment atypique. Faut vraiment aimer le format. Moi, honnêtement, je me suis beaucoup entraîné pour la course, donc pour le coup, j'ai vraiment pris à cœur la préparation et je me suis dit surtout que si Lazarus Lake, donc le créateur de la Barclay, venait à Toulouse, je me voyais mal abandonner après 10 heures de course. Donc j'ai mis toutes les chances de mon côté pour arriver le plus près possible. Et je savais aussi qu'il allait avoir des gros clients. Il y avait Aurélien Sanchez, Christophe Nonorgue, recordman du 24 heures dénivelé positif, Ronan Pierre, 4e meilleure performance française sur Backyard, et j'en passe, des mecs des top 3 aussi. Et donc je me suis dit que ça allait être chaud, et donc fallait quand même que j'essaye au moins de finir si je peux dans le dernier carré. Et donc je suis arrivé un peu de manière candide parce que je savais pas trop comment aborder la course. Et en fait, je pense que la jeunesse sur ce genre de course, c'est un peu comment t'expliquer, un peu un poids en fait. Parce qu'en fait, quand on est un peu plus vieux, on a beaucoup de sagesse et du coup, on aborde la course de manière vraiment beaucoup plus décontractée et on se met beaucoup moins de pression. Et moi, je m'étais mis énormément de pression sur les boucles. J'étais toujours en train de râler sur les interboucles, etc. Et je voyais les autres, ils étaient calmes, posés, ils parlaient pas, ils étaient tranquilles. J'ai même un mec il s'appelle Philippe Poissel. Je crois que c'est top 5 performances françaises à la Backyard. Il fumait sa cigarette électronique pendant la Backyard. Je vous jure, c'est pas une blague. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et en fait, le mec me disait, bah ouais, on est là pour courir, pour se détendre. Donc c'est vrai qu'après, au fur et à mesure de la course, j'ai commencé à aborder la course d'une manière différente et j'ai commencé à prendre du plaisir. Déjà, à beaucoup plus bavarder avec les autres. Notamment, j'ai passé beaucoup de temps avec Christophe Nonorgue, j'ai appris à le connaître, et pareil avec Aurélien, même si je le connaissais un peu déjà. Donc c'est vrai que c'était c'est vraiment une course atypique parce qu'en fait t'es avec des mecs pendant 20-30 heures et tu te mets à parler avec eux, tu passes la nuit avec eux et tu cours à une vitesse un peu de tortue au début. Au final, après, à la fin, c'est plus trop une vitesse de tortue, c'est un peu compliqué. Mais c'est une course très mentale, beaucoup de résistance et surtout il faut vraiment savoir gérer les pauses entre les boucles. C'est ça en fait qui te tue parce que t'as pas envie de repartir, t'as pas eu le temps de dormir. Donc c'est vraiment ça qu'il faut gérer. Et donc je m'étais mis cette pression-là et après j'ai commencé à comprendre et c'est Christophe Nonorgue qui me l'a dit. Il m'a dit écoute Antoine, de toute manière c'est pas grave si tu gagnes pas. Le plus important c'est que tu montres que tu as cœur de dépasser, de te battre devant Laz parce que c'est ce qu'il veut en fait. Lui, il s'en fout de savoir si tu as fait 70 boucles parce que lui, il envoie tous les jours des backyards. Par contre, lui, il voulait voir clairement des gens qui se dépassent, qui vont aller chercher. Donc c'est vrai qu'à la fin, c'était un peu ça. En fait, t'as eu un petit move signature d'ailleurs sur ça là. Ouais, j'étais assez fou. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les dernières boucles, on était encore 10 et en fait, j'étais toujours le dernier à partir et toujours le dernier à arriver. Et moi, j'arrivais toujours à l'arrache dans les dernières minutes à sprinter et tout le monde m'attendait et il disait avec le micro, il va jamais venir quoi. Et du coup, j'ai sprinté toutes les dernières boucles comme ça. Et donc à la fin, ça a pas tenu parce qu'en fait, quand tu fais une moitié de boucle en 30 minutes et l'autre à pleine balle parce que tu essaies de sprinter, etc. À la fin ça casse. Et puis en plus il y avait beaucoup de boue, beaucoup de pluie, donc ça a un peu handicapé les choses et donc j'ai abandonné. Alors ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai démarré la 34e boucle et après 200 mètres j'ai décidé de m'arrêter. Je me suis endormi sur un banc et je me suis dit voilà c'est bon j'arrête. Et au final il y a deux mecs qui m'ont ramené au départ. Et je suis allé voir Laz et du coup je lui ai dit, il m'a dit que j'avais fait une belle performance, etc. Puis après on a un peu discuté, donc c'était mission accomplie. Ouais, mission accomplie quoi. Donc j'étais très content. Est-ce qu'il est aussi barbu qu'il en a l'air? Il a beaucoup plus de barbe et surtout pour ceux qui l'ont déjà entendu parler, son accent est catastrophique. Il a un accent du Tennessee vraiment bien paumé. Et donc même si tu parles bien anglais, t'as fait semblant de comprendre la moitié de ce qu'il disait. Ouais, c'est compliqué. Ouais. J'ouvre la boîte à casquettes, je continue. T'es également coach, on en a pas parlé, et t'as été aussi orga de course tout récemment. Est-ce que tu nous parlais de la Trace Fantôme? C'est une course dont tu es à l'initiative et qui s'est tenue le 1er février dernier, donc c'est tout récent, c'est le week-end dernier, et dont l'affiliation avec la Barclay est assez évidente. C'est quoi les points communs et ce qui diffère? Alors en fait, je me suis toujours dit, aujourd'hui il y a déjà une Barclay française qui s'appelle la Chartreuse Terminorum.
Donc mon idée c'était pas de copier ces deux formats-là, c'est de me dire voilà, en fait on va essayer de faire un format qui peut rendre accessible à Barclay à des gens qui n'ont pas forcément l'ambition ou même tout simplement l'envie ou même le niveau d'arriver à la Barclay, parce que c'est très compliqué comme on sait tous voilà les sélections, etc. Donc voilà, j'ai voulu créer ce format et je me suis dit pourquoi pas créer un format qui est beaucoup plus compacté, c'est-à-dire voilà beaucoup plus difficile, mais moins long. Donc c'était un peu l'idée. Et vu que j'habitais parce que je déménage à Annecy là ce lundi. Et donc je me suis dit pourquoi pas créer ce format en Loire-Atlantique, le département le plus plat de France. Donc vu que je m'entraînais ici depuis tout petit, je connaissais un peu les endroits et les chemins un peu de sanglier. Et donc en fait au début tout le monde pensait que je rigolais. Donc je blaguais, je faisais du troll quoi, parce que les gens se disaient bon il rigole, il en fait des caisses quoi. Parce que j'ai clairement décrit la course comme la course la plus difficile de France. Et donc les gens qui ont candidaté, il y en avait eu beaucoup d'ailleurs, j'ai eu quasiment une centaine de candidatures. Enfin, moi je m'y attendais absolument pas pour une course comme ça quoi. Ça avait aucun sens. T'as eu des femmes, t'avais beaucoup de femmes qui ont participé. En fait, candidaté en tout cas. La règle c'était j'accepte toutes les femmes. Donc vous pouvez envoyer n'importe quel mail, même un mail vide, je vous accepterai. Et en fait j'ai eu 5-6 femmes qui ont postulé et malheureusement elles se sont blessées ou alors elles ont eu des contrevenants. Du coup j'en ai eu qu'une sur la course qui s'appelle Elodie et d'ailleurs qui avait toujours le sourire, une fille incroyable et en fait donc c'était un peu ça, j'ai fait un peu la même chose avec une petite lettre à faire, 3,40 €. Et voilà, j'ai essayé de recopier l'esprit Barclay, mais voilà, de pas non plus copier. Donc le parcours, il y avait beaucoup de ronces, etc. Et toujours une carte avec des livres à trouver. Et donc il y a eu aucun finisher, voilà, 0 finisher. Et après 14 kilomètres, donc après 5 heures, il y a eu que du coup ils ont réussi à faire que 14 kilomètres en 5 heures. Donc ce qui prouve un peu de la difficulté de la course. Et voilà, l'idée c'est en fait de tout simplement réitérer un peu chaque année et puis j'espère qu'un jour il y aura un finisher. Ils sont quand même allés jusqu'au 8e livre, donc ce qui est pas dégueu, mais c'était pas dans les temps. Merci beaucoup pour cette introduction Antoine. On va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions hautement philosophiques pour toi. Le moment précis de ta vie où tu as su qu'elle ne serait plus jamais la même? Bon je pense que c'est un peu anodin pour moi, mais j'ai direct pensé à ça, c'est quand j'ai découvert la Barclay quoi, ce reportage. Je pense que c'est ça. Et ouais, et de manière un peu plus privée, c'est aussi quand bon après on va pas parler trop de privé, mais j'ai été dans une relation pendant très longtemps et c'est terminé. Et ça a été aussi pour moi une espèce de déclic dans ma vie de me dire qu'en fait voilà, je pouvais faire d'autres choses et j'ai commencé à entreprendre beaucoup plus de choses. Et donc c'est vrai que ces 2 moments-là ont vraiment marqué ma vie. Donc cette rupture et notamment d'avoir découvert la Barclay. Deuxième question, le plus beau cadeau immatériel qu'on puisse te faire? Ça j'y ai beaucoup réfléchi parce que c'est pas évident de trouver du immatériel et en fait c'est assez marrant. Je pense que ce que je dirais c'est qu'on me réveille le matin et qu'on me glisse dans l'oreille viens on fait un petit run quoi. C'est pas mal. Et imagine quelqu'un qui te suit, viens on fait la Barclay. Alors c'est aujourd'hui. Alors là je saute au plafond. Non, parce que c'est ça. Ouais. Troisième question. J'ai fait que des nouvelles questions pour toi, tu vois. C'est le baptême du feu, c'est 3 questions. La petite chose du quotidien qui te rend irrationnellement heureux. Un petit détail du quotidien, un petit truc qui fait que tu te dis waouh, la vie est belle et j'aime ma vie. Alors là, je dirais, ça paraît bête, mais franchement, c'est ridicule. Mais je dirais boire de l'eau. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, quand j'ai fait notamment des traversées dans le désert, etc., je me suis rendu compte de l'importance de boire de l'eau au quotidien. Et en fait, quand je bois de l'eau, vraiment, j'ai l'impression de revivre quoi. Ça me fait revivre. Donc je dirais l'eau. Et puis après, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi aussi et que je fais toujours au quotidien, c'est de toujours parler à mes proches et tout ça. C'est quelque chose qui me fait vraiment du bien aussi. Merci beaucoup Antoine. On va passer maintenant à ta course épique, la traversée des États-Unis, donc le long du Pacific Crest Trail. Je vais implanter le décor rapidement auprès de nos auditeurs avec quelques chiffres clés et quelques éléments de décor et puis tu auras l'occasion d'étayer là-dessus. Donc le Pacific Crest Trail ou PCT est un sentier de grande randonnée d'environ 4265 km pour 120 000 mètres de dénivelé positif qui traverse les États-Unis du sud au nord, reliant la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Tout ça, ça se passe à l'ouest. Il traverse 3 États, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington. Le parcours débute dans le désert du sud de la Californie, caractérisé par des températures élevées. Tu auras l'occasion de dire une végétation aride, des sections où l'eau est rare. Tu nous en as parlé à l'instant. Il remonte ensuite vers la Sierra Nevada, une chaîne de montagnes qui comprend des sommets élevés, des cols enneigés et des lacs alpins. En Oregon, le sentier traverse des forêts de conifères, longe des volcans emblématiques comme le mont Hood. Enfin, dans l'État du Washington, il s'apponte à travers les montagnes, des cascades, avec des paysages plus escarpés et un climat plus humide. Voilà, il y a 5 grosses sections là dans ce PCT. Tu vas nous les décrire un peu plus en détail tout à l'heure. On croise plusieurs parcs nationaux au fil de ce sentier. Donc le parc de Yosemite, le parc national du Mont-Rainier et le parc national des North Cascades. Je sais pas comment on prononce Cascades, je sais pas trop. Le parcours est ponctué de points de ravitaillement situés à proximité des petites villes où les randonneurs peuvent se réapprovisionner. Tu vas nous raconter aussi toute la partie
Autonomie qui est pas un petit sujet dans une telle aventure. Et voilà, les conditions sont évidemment très variables selon les saisons. Je pense que tu as connu plusieurs saisons en une aventure. Tu vas nous raconter tout ça. Voilà quelques éléments pour planter le décor de ce PCT. Ça te semble correct pour c'est top. Se projeter? C'est top. Et j'aurais peut-être rajouté les serpents et les ours aussi. Ouais. Faut pas les négliger. Et les moustiques. J'ai une question qui pique pour toi maintenant, Antoine. Aïe. Voilà, l'épisode se passait divinement bien. Alors, on va parler non pas de PCT, parce que ça aurait été un peu trop facile. Je suis allé chercher un acronyme qui est pas très loin. C'est le PCR. Ça ne nous ramène pas à des heures très heureuses, mais je sais pas si tu te rappelles les tests PCR non. au moment du Covid. Voilà. Donc voilà, notre question qui pique du jour ne sera pas sur le PCT, mais sur le PCR. C'est sous forme de vrai-faux. J'ai 3 affirmations pour toi. À toi de me dire si elle est juste ou pas. Okay. Selon une étude américaine de l'Université de l'Oregon, un test PCR positif entraînerait une augmentation automatique de la VMA d'1 km/h chez les coureurs. Les chercheurs expliquent ce phénomène par une activation accrue du système respiratoire et une meilleure oxygénation des muscles. Totalement faux. Complètement faux, évidemment. Bien vu, bien joué. Sûr, hein. T'as pas hésité, t'as pas flanché. Au-delà du diagnostic médical, le PCR est utilisé en archéologie pour analyser l'ADN ancien et en criminologie pour l'identification génétique et même pour identifier des œuvres d'art en identifiant des matériaux biologiques présents. Vu comment c'est complexe et c'est tiré par les cheveux, je dirais oui. Et oui, c'est absolument vrai. Dis donc, Colombo peut aller se rhabiller là, je pense. Effectivement, tu peux aller même chercher, identifier l'ADN de néandertaliens sur des fossiles ou remonter aux origines de la peinture en détectant des traces de poils de pinceau ou des liens organiques. Voilà. Et en criminologie, elle est aussi utilisée. Elle permet de résoudre pas mal de cold cases. Voilà, en analysant des échantillons infimes qui étaient laissés sur les scènes de crime. Tu sais tout. 2 sur 2, va-t-il faire le grand chelem? La question reste entière. La PCR, oui, ils disent la PCR. D'ailleurs, j'ai dit le PCR, mais c'est le test PCR, mais la PCR est si sensible qu'elle peut détecter une seule molécule d'ADN dans un échantillon, ce qui nécessite des précautions rigoureuses pour éviter toute contamination lors des tests. Une seule molécule suffit d'ADN. Oh alors là, j'y connais rien et personne n'y connaît rien, t'inquiète. Par instinct, je dirais vrai. Bravo. Ah, yes. Chapeau bas, ouais. Donc ça explique que les laboratoires utilisent des salles ultra stériles et des équipements spécialisés afin de garantir la fiabilité des analyses. Bravo, tu t'en es sorti les doigts dans le nez. T'es vraiment un champion. Tu m'as mouché avec cette question qui pique. Je te félicite. 3 sur 3, j'aurais pas misé là-dessus. C'est hyper difficile, franchement. Franchement. Bien joué. Ouais. Tu pourras rajouter ça sur ton profil LinkedIn, peut-être. Vraiment fort pour trouver tes questions à chaque fois. Franchement, bravo. Ouais. Je sais pas si j'ai beaucoup de mérite, mais en tout cas, je prends plaisir à ce qu'elle soit très tirée par les cheveux. C'est ça qui m'amuse le plus. Allez, on va plonger dans ta course hippique aujourd'hui, Antoine. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as entendu parler du PCT pour la première fois? Je sais qu'il y a eu un moment marquant avec un documentaire dont tu vas sûrement nous parler. Est-ce que c'est ce moment-là où tu en as entendu parler pour la première fois ou est-ce que il y a eu un précédent? Alors, je dirais 3 moments. Premier moment, je me souviens, d'ailleurs, j'y ai repensé en fait il y a pas si longtemps que ça. C'était dans l'ordinateur de chez mes parents. En fait, je regardais les 10 courses les plus difficiles du monde. À l'époque, du coup, dans le classement, il y avait la Barclay. Donc là, un peu, c'était course et un peu projet. Donc il y avait la Barclay, il y avait la Jungle Marathon, je sais plus quoi. Il y avait le Arctic Yukon Ultra que fait Mathieu à ce moment. Ouais. Il y avait plein d'autres trucs comme ça. Et dedans, il y avait ce fameux Pacific Crest Trail. Donc j'ai regardé ce truc-là, je vois 4270 km. J'ai fermé le navigateur, j'ai dit allez hop, ciao. Et puis le deuxième, c'était en fait j'ai côtoyé une amie qui était américaine à Paris. Et en fait, cette amie-là, elle habitait à côté du Pacific Crest Trail. Donc, elle m'a dit, en fait, ouais, j'habite à côté, etc. Et puis, c'est vrai que moi, ça m'est revenu et je me suis dit, putain, c'est vrai que ce sentier, c'est pas mal. Ça a l'air quand même intéressant. Puis, je me suis un peu renseigné. Et puis, je me suis rendu compte au préalable qu'en fait, beaucoup de mecs qui avaient fait la Barclay avaient fait ce sentier. Karel Sabet, Blake Wood, etc. Et donc d'ailleurs David Orton, excusez-moi, je me suis trompé. Et donc c'est vrai que là, à partir de là, je me suis dit ok, bon, peut-être qu'un jour, pourquoi pas, dans 10 ans, dans 15 ans. Et puis voilà, après j'ai été en finance, j'ai fait ma petite vie en école de commerce, etc. Et voilà, je savais pas trop ce que j'allais faire après mes études, un peu comme beaucoup de gens. Et donc en fait, je voulais faire un voyage, mais je savais pas trop encore quoi. Et puis ce documentaire de Karel Sabet est sorti, qui s'appelle The Pacing the Pacific, qui est incroyable. J'ai dû le voir, je pense 40 fois. Et donc il est sorti et je l'ai vu et j'ai dit ok, là c'est bon. Comment on fait, comment je signe ou comment j'y vais. Donc j'ai envoyé un vocal à mon coach et je lui ai dit voilà, bon bah désolé, toute la saison qui était prévue on annule. Là je pars pour les États-Unis et je fais ce truc. Et je me souviens de son vocal en réponse, il m'a dit bon c'est pas très intelligent mais vas-y si t'as envie. C'est le plaisir. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que voilà, j'ai découvert le Pacific Crest Trail.
Est-ce que tu étais déjà de manière générale sensible à l'imaginaire américain, le fameux rêve américain? Parce qu'il y a beaucoup de références qui ont aussi entouré ton enfance, ton adolescence. Est-ce qu'en soi, déjà, il y a tout un sujet autour des États-Unis? Ah bah totalement. Bah du coup, comme je disais précédemment, j'adore le cinéma. Donc comment on peut citer le cinéma sans citer Forrest Gump, la classique qui a donné beaucoup de motivation à beaucoup de coureurs. Et c'est vrai que quand j'ai vu Forrest Gump qui traversait les États-Unis de est en ouest, je crois il l'a fait 2 fois, 3 fois dans le film. Je me suis dit ok, là déjà j'avais un petit peu un amour pour les États-Unis. Puis après notamment parce que moi je suis un grand fan aussi de western, donc les films avec Clint Eastwood, John Wayne, ça me faisait un peu rêver tout ça, tout le désert, etc. Donc c'est un peu comme ça que j'ai été pris d'amour pour l'Amérique de manière générale. Et c'est vrai que ce P-City m'a vraiment fait encore plus rêver. En fait, je passais mon temps avant de le faire à dormir et à rêver de ce sentier, quoi, à imaginer un peu comment pouvaient être les sentiers, le désert, etc. Donc ouais, non, j'ai vraiment un amour pour l'Amérique. Ça a nourri ton imaginaire beaucoup. Qu'est-ce qui a fait que c'était le bon moment? Est-ce que tu as créé ce moment-là? On a compris que tu es assez déterminé quand tu as un objectif en tête. Est-ce que c'est aussi la vie qui a choisi, qui t'a mis à un moment un peu plus de temps, un peu plus d'espace pour pouvoir vivre ce moment? Est-ce que c'est toi qui as fait en sorte de créer ça? Bah en fait, comme je te le disais précédemment, vu que mes études se sont terminées, j'avais cette question-là de me dire en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence un boulot en finance et voilà, je fais ça, ou alors est-ce que je vais vivre une aventure? Et j'ai toujours eu envie de vivre une grande aventure. J'ai toujours été frustré en fait par les courses à dossard, où en fait je me dis, il y a ce petit manque parfois d'aventure que j'aimerais bien un peu plus sauvage. Et j'avais fait des choses, hein, GR20, etc. Mais voilà, j'étais pas parti comme un cow-boy, comme on dit, avec son lasso et le cheval, quoi. Donc j'avais vraiment envie de partir à l'aventure. Et donc pour moi, le P-City, c'était vraiment la réponse à ça. Et en fait, ça a été une évidence pour moi. Il y avait pas d'autres sentiers. Je voulais pas en faire d'autres. Je voulais pas faire la traversée des Alpes. Je voulais pas faire l'Exatrek en France. Je voulais pas faire la traversée de la Nouvelle-Zélande. C'était vraiment P-City et rien d'autre, quoi. Il y a plusieurs objectifs qui sont sous-jacents à ce projet. Il y a cette perspective de Barclay aussi, te faire un peu le cuir et puis une référence sur ce terrain-là, vivre une aventure en soi assez dingue. Il y avait une dimension aussi associative. Ce que je trouve intéressant, c'est que il y avait aussi, je sais pas à quel point tu places tout ça et comment tu hiérarchises ces objectifs, mais cette idée que ça te transforme. C'était ça aussi le projet, c'était que le Antoine de l'arrivée soit pas le même que celui du début. En fait, je m'étais dit, si tu pars pour une aventure, ça doit pas que être une aventure physique, ça doit être aussi une aventure psychologique, aussi des rencontres. Donc en fait, le plus important pour moi, c'était de me laisser porter par le sentier et de pas me mettre de pression avec les kilomètres, etc. Et c'est d'ailleurs, je pense, grâce à ça que j'ai pu effectuer une performance honorable. C'est qu'en fait, j'ai été laissé porter par le sentier. Et quand j'avais des moments de bas et des moments de down, j'écoutais. Et quand j'avais des moments de haut, j'ai écouté. Et quand il y avait des gens qui m'ouvraient leurs portes chez eux, j'ai écouté. Et c'est grâce à ça. Et je pense que c'est uniquement grâce à ça que j'ai pu aller aussi loin. C'est que j'ai été porté par les rencontres. Et on a un très mauvais a priori des États-Unis de manière générale. Et c'est vrai que là, mon avis a totalement changé parce qu'en fait, les personnes qui vivent notamment près de ce sentier, c'est vraiment des gens qui vivent, qui ont cette culture de la montagne, de la culture de l'entraide. Et donc, moi, quand j'étais dans le désert et que qu'il faisait super chaud, t'avais une glacière qui était posée là avec un petit papier écrit drink, tu vois, avec du coca, du Fanta, parce que des gens, ils avaient pris de leur temps pour justement faire ça. Et parfois, t'avais des tables entières avec des goûters. Enfin, c'est des trucs que tu pourrais pas trouver en France parce que c'est une culture différente. Mais c'est vrai que j'ai vraiment adoré ça. Et c'est bon, là, on divague un peu parce que je me projette dans le futur, mais c'est vrai qu'avant de venir, c'était vraiment important pour moi de vivre cette aventure-là. Bon, il y a des gens très sympas aussi qui ont le cœur sur la main en France. Ah oui, malgré tout. Oui. On a ce qu'il faut aussi ici. Là, t'as ce projet en tête, t'as les chiffres, tu commences à creuser un peu le sujet. À quel moment t'arrives à te dire, ok, ce sera à 80 jours, on peut imaginer qu'il faut que je fasse 53 bornes par jour. Enfin, voilà, comment est-ce que tout ça prend corps? À quel point c'est facile de le mettre à plat avec des certitudes quand t'es à des milliers de kilomètres de là? Enfin voilà, comment tu peux dessiner ensuite concrètement le projet? En fait, j'ai regardé, je me suis dit bon, j'ai pas envie de le faire en marchant parce que j'ai pas 6-7 mois à faire. Donc du coup, j'avais 3 mois, 4 mois à tout péter. Donc je me suis dit on va essayer de le faire en courant. Donc c'était un peu le but. Donc ça c'était le premier. Ensuite le deuxième c'était combien de temps? Parce qu'on peut faire ça en 100 jours, en 90 jours, etc. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui l'avaient fait en 100 jours, donc notamment en marchant. Donc je me suis dit un marathon par jour en marchant, c'est loin d'être inaccessible. Donc je me suis dit on va essayer de léger un peu le créneau. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, on ira regarder ce qu'ont fait un peu les randonneurs en France. Et je tombe sur un mec qui s'appelle Aurélien qui l'avait fait en 93 jours. Et donc ça devait faire 46-47 km par jour.
Et donc je le contacte, on fait un visio et tout, et j'essaie de comprendre un peu comment il a abordé le sentier, vu qu'il était un peu plus light, il a un peu fait un peu en courant, etc. Je me suis dit, bah écoute, on va faire un truc, je vais le faire en 80 jours, et puis peut-être qu'un jour tu le referas et tu essaieras de faire 70 jours, parce que je sais qu'il avait envie de le refaire. Donc il m'a dit, écoute, bah top, tu fais 80 et puis je reviendrai faire 70, quoi. Et donc c'était un peu le premier de me dire, tiens, je vais vraiment être le premier à tout faire en courant et sans pause, sans rien. Vraiment en officialisant le truc avec Strava, avec la balise InReach, etc. Donc c'était vraiment important pour moi de faire ça, pour que peut-être inspirer d'autres personnes, et puis aussi de me mettre une motivation en plus. Et donc c'est comme ça que c'est à partir de là que c'est parti de 80 jours et de me dire, tiens, je vais faire 53 km par jour. Sachant qu'habituellement les randonneurs, enfin il y a assez peu de randonneurs qui font l'intégralité du sentier, c'est ça? Ceux qui le font en marchant, ils font plutôt une section. 400 par an et 8000 qui partent, donc ça fait un taux de 5% de finish, quoi, pas beaucoup. J'ai rapidement expliqué comment était structuré le PCT tout à l'heure. Est-ce que tu peux juste peut-être nous redire, toi, identifier les 5 sections et les 5 environnements assez distinctifs qu'il peut y avoir? Alors c'est vrai que c'est très important de découper ça, parce que déjà en fait quand tu découpes le sentier, ça permet de te mettre des objectifs à court terme qui sont vraiment galvanisants, parce que si tu regardes tout le sentier, tu peux pas, en fait, c'est trop long. Du coup, c'était très important pour moi de découper le sentier en sections. Donc d'abord, c'était le fameux désert qui fait 911 km officiellement, mais officieusement ça en fait 1200. Donc c'est pas obligé, parce qu'en fait il y a une étape de transition entre l'étape du désert et l'étape de la Sierra Nevada qui est vraiment horrible et où il fait très très chaud. Donc du coup effectivement cette étape fait 911 km, il fait très 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 chaud. Donc d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui font de nuit certaines sections, dont moi je l'ai fait. Ce qui est pas à prendre à la légère, parce que tu as des hallucinations et t'entends des petits pumas parfois qui sont derrière ton dos. Enfin, c'est ton cerveau qui t'imagine des trucs, mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Donc voilà comment un peu se matérialise le désert. Il y a pas beaucoup d'eau, tu dois aller chercher un peu ton eau dans des caches, etc. Il y a parfois des gens qui mettent des espèces de packs d'eau dans le désert, où l'eau elle est hyper chaude d'ailleurs, donc c'est pas très agréable. Mais il y a une atmosphère vraiment différente dans le désert par rapport aux autres sections. C'est qu'il y a beaucoup plus de monde, vu que la plupart des gens arrivent à faire quand même la section du désert. Donc tu croises quand même du monde très régulièrement, et ça c'est quand même cool et très motivant de pouvoir te dire qu'en fait toutes les 10-20 bornes, tu vas croiser peut-être 2-3 personnes à chaque fois. Donc voilà, cette section c'est une section très cool, et surtout c'est une étape initiatique. Il y a pas de grandes difficultés, c'est des montées très très progressives. Parfois il y a des montées de 30 km notamment qui sont très longues en serpentin, et des descentes de 30 km. Mais quand il fait chaud, voilà, c'est pas évident. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui mettent des parapluies dans le désert, des parapluies sportifs, pour justement se cacher du soleil. Donc moi j'avais un vieux Bob Salomon, donc ça a fait le taf. Mais voilà, après le corps il est vraiment bien fait, il s'habitue aussi très vite. Les premiers jours t'as des coups de soleil partout, t'as très chaud, t'arrives pas à dormir, et puis après passer quelques jours, au final ton corps s'est habitué à cette chaleur, et tu finis par trouver ton air, à moins boire, etc. Donc c'est une sorte d'acclimatation qui se fait. Et donc j'ai adoré cette étape. Moi c'est une de mes étapes préférées, clairement, parce qu'il y a tu te dis comment c'est possible qu'un arbre puisse pousser dans cet environnement. Il y a pas d'eau, il y a rien, et voilà, tu te dis il y a des petits arbustes, et d'un coup tu finis une section, tu vois des montagnes enneigées dans le désert. Enfin, tu t'hallucines un peu de te dire que toute cette variété ça n'en finit jamais, en fait, ça n'en finit jamais. Des fois t'as des lacs, après tu te dis comment c'est possible, quoi, dans un désert. Et donc ouais, j'ai adoré cette section. Donc ça c'est la première des sections. Ensuite il y a la Sierra Nevada. Alors la Sierra Nevada, c'est une étape très montagneuse. T'es entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Tu dois porter une fameuse boîte à ours, notamment parce que t'as des ours, et donc faut protéger sa nourriture. Tu es très souvent tout seul, et tu passes des cols à 4000. Donc voilà, donc faut trouver son air, faut avoir du matériel de neige que j'avais pas. Mais donc voilà, une section très très compliquée, mais très 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 belle aussi, la plus belle. Et donc très différente. Très différente de la section précédente. Après Lac Tahoe, nord de la Californie. Alors le nord de la Californie, alors là on arrive sur des forêts totalement brûlées, beaucoup de feux de forêt dans cette section. Donc c'est des forêts qui n'en finissent plus, mais c'est une section qui est très sous-cotée. On parle beaucoup du blues nord-californien, parce que la plupart des gens ils en ont marre de cette section, parce que c'est toujours les mêmes paysages. Mais voilà, il y a quand même un petit charme aussi de voir ces arbres un peu, la nature en fait, tout simplement, qui est là, quoi, qui a subi les ravages du dérèglement climatique notamment. Donc voilà, cette section elle est aussi intéressante que les autres. Et puis après tu as l'Oregon, donc les forêts verdoyantes de l'Oregon. Là c'est pareil, tu étais très volcanique. C'est la section la plus plate. C'est là où beaucoup de gens font beaucoup de kilomètres, et tu es aussi ravagé par les moustiques, parce que là-bas il y a des champs de moustiques qui font abandonner certaines personnes. C'est vraiment affreux. Tu peux pas prendre de pause. T'es obligé de tout faire d'une traite. T'es obligé d'avoir des filets à moustiques sur ta tête, sur ton visage. Vraiment, ça a failli me rendre zinzin.
Ouais, c'est ça, c'est l'Oregon, mais elle se fait assez rapidement. Et puis après, tu as la fameuse section de Washington, qui est un peu le Graal pour finir, qui est un mélange de montagne, de forêt, qui est très belle aussi et qui est aussi pris beaucoup par les feux de forêt. Et donc faut faire très attention, mais qui est magnifique et tu finis par avec ses cascades. les North Cascades, qui est vraiment plus beau avec des belles fleurs, etc. Malheureusement, vu que je l'ai fait très rapidement, j'ai pas eu l'occasion de voir le plus beau de chaque section, mais voilà, ça en jette. Je reviens à ta préparation, Antoine, d'un point de vue physique, les choses que tu as pu mettre en place de spécifiques, s'il y en a, et sur la logistique, en gros, qu'est-ce qu'il y a sur toi, dans ton sac à dos, là, quand tu pars le premier jour, qu'est-ce qu'il faut absolument avoir, et puis qu'est-ce que tu prévois de collecter au fil de l'eau? Alors préparation physique, je me suis beaucoup inspiré par Karel Sabé, qui était en fait de pas en faire trop à l'entraînement pour arriver vraiment frais jour J, et vraiment mentalement voilà se ménager un peu. Donc j'ai continué à m'entraîner normalement comme j'aurais fait pour une course assez classique, sans forcément augmenter le volume ou l'intensité, ce qui est assez paradoxal, mais je pense que ça a marché pour moi et je pense que ça marche beaucoup pour certains, de vraiment se ménager, de pas en faire trop, continuer à s'entraîner, continuer à faire des kilomètres et voilà, et faire beaucoup de renfort aussi parce que les jambes vont être fatiguées et pour éviter de se blesser. Donc ça c'était le premier point. Et le deuxième point qui était très important, c'était la logistique, c'est ce qui vraiment prend le plus de temps, c'est comment faire pour faire tout ce chantier avec un sac et quelques trucs dedans. Donc j'ai essayé j'ai passé vraiment du temps, je me réveillais la nuit pour recompter ce que j'avais, je repesais chaque truc sur une balance à cuisine, notamment le sac, je coupais les lanières, les étiquettes et tout, j'étais devenu fou. Et au final, parce que ça sert complètement à rien, je vous rassure, ça sert à rien. Mais du coup, je suis parti avec 4,6 kilos et j'ai dû finir le sentier avec 3,8 parce qu'en fait, j'ai viré tout le matos de cuisine parce qu'en fait, je finissais par manger tout froid. Le micro-ondes pas nécessaire. Ah ouais, non, elle a pas de micro-ondes là. Tu ramènes pas ton micro-ondes. Donc c'est vrai que ouais, je suis parti avec quand même des choses light. J'ai essayé de m'inspirer des Américains qui ont des choses très très light. Donc voilà. Donc je suis parti avec quoi, un kawaii, un short, un t-shirt manche longue, des lunettes de soleil, que j'avais quoi d'autre? Le Bob Salomon. Le Bob Salomon, ma balise Important. GPS, un peu de matos de cuisine du coup. Franchement, j'avais vraiment pas grand chose quand j'y repense, voilà, à part voilà, un autre manteau. Un petit chargeur solaire, ça c'est utile? J'avais pas de chargeur solaire, mais j'avais 2 batteries portatives qui sont très bien, des 10 000 milliampères qui te permettent en fait de vraiment charger voilà pendant très longtemps. Donc j'ai jamais eu de problème de batterie sur le sentier, ça c'était très cool. Donc effectivement il y avait l'électronique avec la frontale, etc. Mais voilà, je pense que de toute façon j'ai mis sur mon Instagram un guide notamment pour ceux qui veulent le faire, donc ils peuvent retrouver tout le matos que j'avais. Sur l'hébergement, l'idée c'est quoi? C'est de te dire que tu trouveras forcément quelque part avec tes points d'arrêt et tes calculs à 53 km par jour. Je sais pas à quel point c'était contraint à ce point-là sur le chiffre, mais c'est de se dire que tu seras quand même souvent à proximité et tu pourras te recharger ou dormir au chaud si tu as envie ou trouver une supérette s'il faut. En fait, il y a une application qui s'appelle Far Out là-bas et qui est ultra bien fait. Et en fait, qui te met tous les points de ravitaillement et avec des centaines de commentaires de gens qui sont déjà passés par là. Donc, ils te mettent les points de campement, les points d'eau, les points de ravitaillement, même des numéros de téléphone que tu peux contacter. Donc, en fait, c'est vraiment bien fait. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'était d'alterner tout simplement entre des phases où je dormais dans la nature sauvage. Parfois, je dormais sans tente, vraiment à la belle étoile. Parfois, je dormais avec la tente. Parfois, je dormais chez des gens. Voilà, c'est un peu tu fais un peu comme tu veux. Après si tu peux faire un peu dormir à l'hôtel tous les 2-3 jours, mais je pense que c'est pas trop l'esprit du truc quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt. Donc j'essaie de mixer un peu des deux parce que au bout d'un moment t'as envie de confort quand même si j'ai vu des gens notamment un mec qui s'appelait Alexandre, il avait pris une seule douche en 90 jours je crois. Donc cool, il a pas eu beaucoup de moustiques lui, non? Ouais, non, c'était assez affolant. Il était trop fier de. Quel enfer. Quand je lui parlais, il était super fier de me dire ça. Il me dit j'ai pris une seule douche et j'étais en mode ok d'accord. Quand il te parlait de loin, j'espère. Ouais. Bah après je sentais pas non plus la rose donc voilà, on se comprenait un peu mais bon moi je prenais souvent des douches, j'essayais de dès que je trouvais un coin, un peu d'eau et tout. Lui vraiment voilà, il en avait rien à faire quoi. Est-ce que quand tu te lances dans ce défi-là, est-ce que tu t'imagines que ça puisse ne pas marcher? Est-ce qu'il y a un doute sur le fait que tu puisses ne pas aller au bout? En fait, moi, mon truc quand je suis parti, c'était de me dire si t'abandonnes, c'est uniquement parce que tu t'es fait mordre par un serpent, t'es décédé ou alors voilà, t'as perdu, enfin, tu t'es fracturé quelque chose. Et donc voilà, même une entorse, genre, je me suis un peu foulé la cheville sur le sentier et j'ai jamais arrêté parce que je me disais voilà, t'as quand même mis tout ce cœur là dans ce projet. C'est pas pour abandonner maintenant. Au pire des cas, tu prends 2-3 jours de repos et tu reprends le chantier. Donc non, j'ai jamais eu de moment où je me suis dit on arrête. Par contre, je me suis beaucoup dit ouais, là faut qu'on fasse une pause. Là, j'ai envie d'un lit d'hôtel, j'ai envie d'un lit confortable parce que au bout d'un moment, c'est vrai que
c'est fatigant, quoi. C'est très fatigant. Surtout dans la Sierra notamment où j'étais beaucoup livré à moi-même et il fallait gérer ses propres ravitaillements. Et quand tu fais une section de 90 km sur 24 heures avec juste des M&M's, au bout d'un moment, ça commence à taper, quoi. Tu l'as dit, tu as une démarche qui est assez souvent solitaire. Bon, là, sur les aventures, on sait que globalement, on n'est jamais tout seul, en tout cas sur ce type d'aventure là que tu nous l'as expliqué tout à l'heure. T'appréhendes ça aussi, ce côté-là, malgré tout, d'être seul la plupart du temps et pendant très longtemps, ou est-ce que c'est aussi ce que tu as envie d'aller chercher et est-ce que ça peut supposer comme introspection et comme cheminement aussi intérieur? En fait, pour moi, ce qui est très important, c'est de dissocier deux choses, c'est-à-dire de dissocier la solitude contrôlée et la solitude incontrôlée. Là, typiquement, quand je vis chez moi et que je suis tout seul, c'est une solitude qui est contrôlée parce que à tout moment, je peux aller prendre mon portable et aller contacter des gens, appeler des amis, aller voir des amis. Ça, c'est une solitude qui est contrôlée parce que je suis dans un environnement confortable. Par contre, quand tu es dans la Sierra et que j'avais pas de réseau, rien, juste ma balise GPS, et que là, tu subis pas la solitude parce que tu l'as voulu, mais dans le sens où tu peux pas aller appeler ta maman si t'as envie, tu peux pas aller sortir du sentier si t'as envie, parce que t'es vraiment tout seul pendant, voilà, 5, 6, 7, 8, moi j'étais tout seul pendant une semaine quasiment. Et donc, voilà, c'est quand même totalement différent, mais j'ai appris à vivre et à apprécier le moment vraiment présent et à apprécier des choses que j'apprécierais pas au quotidien, comme juste, voilà, te poser au bord d'un caillou, regarder un lac et juste te dire, ah, c'est magnifique, enfin, te remettre un peu ta vie en question, repenser un peu à tout ce que tu as vécu, à essayer de visualiser la nature. Et je pense que c'était hyper important pour moi de vivre ce moment-là. Et j'appréhendais la Sierra Nevada parce que je savais que j'allais être seul. Et en fait, c'est assez marrant, mais quand tu quittes la Sierra, tu dis vraiment au revoir à tout le monde, quoi, parce que tu sais que tu vas en avoir pour un petit bout de temps tout seul, quoi. Ça y est, donc Antoine, on est le 22 mai 2024. C'est le grand jour, t'es parti. Est-ce que tu peux nous parler de cette première journée et puis c'est globalement ces premiers jours, cette première semaine qui n'a pas été si simple pour toi à gérer? Je pense qu'il y a pas mal de choses de découvertes et puis aussi, j'imagine, un certain lot de questions et de ressentis qui ont été un peu particuliers quand il faut se mettre en route un peu sur un projet comme ça. Comment tu as vécu ces débuts? Bah en fait, je suis arrivé au départ déjà du sentier. C'est un espèce de monument en bois et j'étais vraiment, pour moi, subjugué par ce moment de me dire, tiens, j'en ai rêvé de ce moment. J'en ai rêvé de cet endroit et là j'y suis, quoi. Donc c'était hyper important pour moi de pouvoir vraiment passer du temps à ce moment-là. Et donc j'ai commencé le départ avec un mec qui s'appelle Sean et on a fait 20 km avant qu'il explose de fatigue avec la chaleur. Et donc moi du coup j'ai décidé de continuer tout seul en sachant que j'avais mes kilomètres à faire quand même dans la journée. Et moi je m'étais mis un peu de pression au début avec ça. Et donc c'était pas évident au début parce qu'en fait j'arrivais pas à trouver mon plaisir, à me dire putain, je vais rester pour 80 jours, quoi. Enfin, en fait, c'est pas anodin de se dire ça, quoi. Enfin, pour moi, c'était quand même, c'était étrangement pesant dans ma tête de me dire, tiens, là, j'en ai pour 80 jours sur ce sentier, tout seul, et je vais pas voir mes amis, je vais pas voir ma famille. Donc, c'est vrai que je l'ai très mal vécu, et je suis arrivé à la fin du sentier, et j'étais un peu, voilà, les larmes aux yeux, etc., à me dire, tiens, en fait, j'ai pas envie. Et puis, j'ai rencontré un type qui s'appelait Mike, et il m'a requinqué, il m'a offert une bière, il m'a dit, allez, là, tu te remets. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai vécu les premiers jours. J'ai eu du mal à prendre mon plaisir et puis après c'était vraiment, voilà, l'aventure. Et chaque jour je vivais quelque chose de différent, je voyais des choses différentes, je rencontrais des gens différents. Et donc c'est là où l'aventure a vraiment commencé. Mais le premier jour c'était très difficile. Ouais, donc il y avait un contraste très fort entre quelques heures avant ton impatience en fait de te lancer, d'y goûter, de donner corps à ton rêve, et puis finalement l'épreuve du réel où ça t'a déboussolé en fait, ce qui est assez logique en soi, mais ça a dû contraster effectivement assez fort. Bah en fait ouais, je savais, en fait je me suis vraiment mis dans le sentier, je me suis dit mais attends, mais là t'en as pour 80 jours, 80 jours, attends, c'est long quand même. C'est quand même long, et j'avais jamais visualisé ça, quoi, parce que là j'étais sur le sentier et j'étais piégé, quoi, entre guillemets, ouais, c'est fini, quoi, t'es parti et tu peux plus retourner en arrière, quoi. Donc c'est vrai que en 80 jours, t'as pu regarder le docu de Karel Sabé au moins 400 fois, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Et puis lui, il l'avait fait en 46 jours, donc tu vois, c'était déjà à moitié moins. Il y a une rencontre qui a été assez marquante là sur cette première section. C'était le 6e jour, je crois, avec Kevin Russ. Ouais. Tu peux nous parler de ce moment-là? Ça a été, ouais, je pense, un moment fort. Kevin, c'est assez, enfin, c'est devenu vraiment une très bonne relation d'ailleurs, parce que je lui parle encore aujourd'hui. Et Kevin, en fait, on est parti le même jour. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti le même jour. Il avait un objectif de battre le record du PCT. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a un peu ralenti et moi, j'étais en avance sur mes prévisions. Donc en fait, on s'est retrouvés au même moment parce que lui voulait battre le record sans assistance. Et donc on s'est retrouvés au même moment et il s'est retourné et il a rigolé. Et donc on a passé la pire section ensemble qui s'appelle Mission Creek, qui est une section qui est un peu interdite aujourd'hui parce qu'elle a été prise par des éboulements, des tempêtes violentes. Et donc voilà, là tu as des cailloux, t'entends des serpents à sonnette tous les 200 mètres.
t'as de l'eau et des courants très violents. Et donc cette section, j'étais vraiment très content de la faire avec quelqu'un, et encore plus avec quelqu'un qui avait déjà fait l'Appalachian Trail, qui est un autre sentier sur l'est des États-Unis. Et donc là, j'ai appris beaucoup, notamment dans la manière d'appréhender la longue distance. C'est-à-dire, en fait, il était là en mode hey, no pressure, we have time. On a 24 heures devant nous. On est tranquille. C'est pas grave si on finit plus tard. Te mets pas de pression sur les kilomètres, ça va bien se passer. Et c'est vrai que moi, je me mettais beaucoup de pression, même sur la bouffe, sur plein de choses. Et ce que j'étais jeune, enfin, je me considérais comme jeune dans cette approche. T'as l'expérience, ouais. Et donc lui était déjà vraiment en avance, quoi. Et donc c'est vrai qu'il m'a appris beaucoup de choses. Et il m'a un peu pris sous son aile pendant quasiment une semaine. On est resté une bonne semaine ensemble, un peu moins. Et on a passé vraiment du bon temps et j'ai appris beaucoup, quoi. Je l'ai vu en photo là, faut imaginer Antoine Kuprika avec un parapluie. Hein. Ouais, du coup, j'ai pas dit, c'est vrai que c'est Jésus. J'appelais Jésus parce qu'il avait vraiment les cheveux longs, la grosse barbe. Et d'ailleurs, ce qui est une anecdote qui est assez fou et ça a fait le buzz aux États-Unis dernièrement. En fait, ils se sont fait la course avec Jamil Khoury, qui est un coureur américain. Ils se sont fait la course sur un segment Strava pendant une semaine. Ils ont parcouru l'équivalent de 100 km par jour sur un segment de 300 mètres dans une rue pour gagner 1 an de fast-food illimité. Et ça a fait le buzz tout. Il y a eu Scott Jurek, il y a eu Courtney Dauwalter qui ont partagé l'aventure. Vous pourrez aller voir si jamais. Il s'appelle Kevin Russ. Et ça a fait vraiment le buzz. Il y a eu des vidéos YouTube qui ont été faites sur cet affrontement entre les deux, parce que celui qui faisait le plus de kilomètres dans la semaine gagnait 1 an de fast-food illimité. Et Kevin l'a emporté? Est-ce que Kevin a perdu à la dernière journée. Chez Five Guys. Okay. Et Kevin a perdu. Au bout de combien de temps tu as eu le sentiment de prendre la mesure de ce sentier, tu vois, il y a plein d'imprévus évidemment, mais de toi de comprendre le cycle, de à quoi ressemble une journée, de la gestion de ton physique, de ta douleur, de tes dispositions mentales, de ton matériel, enfin de un peu tout ça. Au bout de combien de temps tu as l'impression d'être un peu plus en contrôle de ce que tu es en train de vivre? Je pense que ça a été vraiment quand j'ai commencé à courir avec Kevin, à avoir des nouvelles routines, des nouveaux automatismes, du gain de temps. Je voyais que je perdais trop de temps à faire trop de choses, notamment à cuisiner. Il me disait, mais en fait, pourquoi tu perds ton temps à chauffer ta nourriture alors que tu peux juste mettre de l'eau froide et bouffer? J'ai dit, ouais, mais quand même, c'est pas très bon. Il me dit, ouais, mais t'as pas le temps. Parfois, tu privilégieras plutôt le fait de dormir et de te reposer. Donc voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Et pareil pour la bouffe, en fait, moi j'achetais des trucs super lourds. Lui me disait, mais en fait non, tu peux juste acheter un pot de beurre de cacahuètes et des tortillas et puis tu tartines. Et plein de choses comme ça, en fait. Et c'est vrai que c'était vraiment à partir de là, parce que sinon je perdais beaucoup trop de temps. Vraiment, j'avais l'impression d'être un randonneur du dimanche, quoi, parce que j'avais jamais fait de trucs aussi longs. Donc c'est aussi pour ça que voilà, je perdais du temps. Sur cette première section, il y a une autre journée qui a été marquante, c'est la 16e journée. Tu as été exposé à une déshydratation assez forte. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience aussi? En fait, c'est dans la section entre la transition entre la fin du désert et la Sierra Nevada. Tu as une section très chaude. Et dans cette section-là, tu as vraiment pas d'eau du tout. Quasiment, tu as vraiment des cages d'eau avec des gros bidons d'eau dans le désert. Et si tu as de la chance, t'en as. Si t'en as pas, t'en as pas. Et donc j'ai eu de la chance d'avoir un peu d'eau, mais de l'eau chaude. Et donc je l'ai bu très rapidement parce que ce jour-là, il faisait une chaleur épouvantable. Et je suis arrivé à une table d'orientation. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe le sentier et on rejoint une route? Et dans ce cas-là, on a un peu de vie et on peut récupérer un peu de vivre, etc. Et après, on retrouve le sentier. Ou alors, je continue à faire encore une longue session, plus de kilomètres. Mais voilà, je suis pas à l'abri que je tombe dans les vapes ou voilà, il se passe un truc grave, quoi. Donc je me suis dit, bon, on va pas prendre les choses à la légère. On va essayer de passer dans le hors-sentier. Typiquement, c'est ce que j'étais venu un peu chercher parce que c'est l'esprit Barclay. Sauf que voilà, du hors-sentier dans le désert, c'est tellement pas conseillé parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment stupide quand j'y repense. Mais je l'ai fait, donc voilà, c'était une expérience à faire. Et donc voilà, en fait, j'essayais de me retrouver avec ma map Sunto. Je comprenais rien. Je montais, je redescendais. T'avais des espèces de plantes un peu comme des cactus qui te piquent les jambes. Puis après, t'entends des serpents à sonnette qui sonnent dans les cailloux un peu à gauche. Et là, tu te dis, oh là là là, où est-ce que je suis allé? Et puis en fait, j'étais complètement pris de déshydratation. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une source d'eau et je suis allé vers cette source d'eau. En fait, il y avait pas d'eau. En fait, c'était juste moi qui hallucinais. Donc c'est là où je me suis regardé, je me suis dit, ouh là là, ok, là tu perds la boule, il va falloir avancer. Et je regardais, il restait 5-6 kilomètres, mais j'avançais pas. Donc je faisais 1 kilomètre, 2 kilomètres par heure, quoi, parce que j'étais vraiment à la ramasse et je devais essayer de fricher dans les feuilles et tout. Enfin, c'était vraiment un carnage. Et donc, je me suis retrouvé à voir, il y avait une espèce de toilette publique au milieu du désert. Je sais pas d'où ça venait, pourquoi ils ont installé ça là d'ailleurs. Et j'y suis allé en me disant qu'il allait avoir de l'eau. En fait, c'était des toilettes sèches. Donc là, tu es tellement content, tu te dis déception. De l'eau. Et non, toujours pas. Et donc, du coup, c'était vraiment horrible. Et au final, j'ai réussi à voir le jour en arrivant sur une route. Et je me suis posé sur mon sac et une dame est venue, elle m'a filé du soda, etc. Donc ouais, donc je lui suis extrêmement reconnaissant en tout cas. Antoine, je te propose qu'on saute à la deuxième partie, la deuxième section de cette aventure.
La Sierra Nevada, c'est une section qui a été un peu plus solitaire, je crois, dans laquelle tu en as mis plein les yeux. Ça a été une expérience aussi très plaisante sur ce tronçon-là. Alors la Sierra, c'est la section qui fait le plus peur et la section qui impressionne le plus parce que tu as beaucoup de neige et surtout tu es tout seul et c'est de la haute altitude. Donc là, ça rigole plus. Donc là, tu passes des cols à 4000. Moi, j'avais jamais été à 4000, donc je savais pas comment j'allais appréhender ces montagnes. Et surtout, bon débile que je suis, j'ai pris aucun matériel d'hiver. Donc pas de crampons, pas de piolets, en me disant que ça allait passer parce que je suis complètement bête et en me disant que surtout, j'allais pouvoir aller léger et donc peut-être avancer plus vite dans la Sierra. Donc j'ai fait ce calcul qui a été bénéfique pour le coup, qui a bien marché parce que j'ai eu cette chance du fait qu'il y avait pas trop de neige. Enfin, il y en avait, mais moins que sur les années précédentes. Donc j'ai pu avoir de la chance grâce à ça. Et surtout, j'étais quand même très prudent. Et j'avais notamment fait pas mal d'expériences en montagne, dans les Pyrénées, etc. Donc voilà, j'avais un peu le pied alpin. Et donc je savais comment j'allais appréhender la chose, notamment en partant pas trop tôt le matin et pas trop tard la journée pour pas que la neige soit fondue et pour pas que ça soit non plus une patinoire. Donc c'était cet équilibre-là. Parce qu'en fait, tu passes des cols de 4000, tu redescends et t'en repasses un. Et c'est ça, la Sierra, c'est que ça, en fait. Donc, c'est des longues descentes super longues pour remonter un col et puis ainsi de suite. Et donc c'est magnifique parce que tu passes dans des parcs, voilà, dont j'avais toujours rêvé. Yosemite National Park, Kings Canyon, des parcs incroyables, tu vois des petites marmottes. Enfin, vraiment, c'était le rêve, quoi. Et surtout, il y a un truc que j'en ai assez peu parlé, c'est les ruisseaux, les ruisseaux, en fait, les torrents. Là-bas, tu en as énormément à passer. Et du coup, quand il est 4 heures du matin et que tu t'es réveillé un peu du mauvais pied et tu dois traverser un ruisseau gelé qui est super puissant et que si tu glisses ou tu fais une petite erreur, c'est fini pour toi. C'est assez stressant et c'était une expérience à vivre vraiment, vraiment ouf. Place au nord de la Californie maintenant. Comment s'est passée cette section plus transitoire? Alors la Californie du Nord, c'est un peu la section où l'aspect physique s'est vraiment révélé, où là je me suis dit, ok, là on peut vraiment envoyer les chevaux, parce qu'en fait c'était vraiment mon dada, c'est-à-dire des chemins plus roulants. Pas mal de jeux de mots épiques, épiques surtout. Des chemins un peu plus roulants et des chemins où tu peux davantage courir et donc faire davantage de kilomètres en moins de temps. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire des journées de 70, 80, voire même 90 kilomètres, parce que les sentiers sont, excusez-moi du terme, je sais pas si c'est très forcé à dire ça, mais plus courables. Enfin, on peut plus les courir. Donc c'était une section très intéressante parce que tu passes dans des forêts et vraiment où il y avait beaucoup de feu et c'était là où tu te rends compte que la nature, en fait, c'est terrible, quoi, qui se passe notamment en Californie. On le voit actuellement aujourd'hui, il y a beaucoup de feu. Donc j'ai vraiment pris conscience de ça parce que j'ai été pris notamment de sursaut par un feu qui s'appelle le Shelly Fire en arrivant notamment à la fin du nord de la Californie. Je pensais au début que c'était un barbecue de loin. Je me disais, attends, il y a des mecs qui font un barbecue dans la forêt. Je me suis dit, attends, c'est un peu bizarre. Je me souviens, j'ai pris une vidéo. Je me souviens sur la vidéo, je dis, mais attends, mais il y a des mecs qui font un feu, quoi, un peu bizarre. Et donc je me suis approché. En fait, non, c'était littéralement la forêt qui était en train de cramer à cause de la chaleur. Et donc j'ai avancé. Et puis au final, c'était un des feux les plus grands de cette année, qui a littéralement, je crois que c'est ça, je sais pas, c'est en équivalent terrain de foot, c'est assez fou. Et donc j'ai pu passer cette section et je suis le seul qui a pu passer la section parce qu'après ils ont fermé directement après moi. Donc ce qui est assez fou et j'étais assez fier de me dire ok, là au moins je vais pas manquer de section dans le sentier, je vais rien manquer, quoi. Ensuite c'est l'Oregon, donc je crois que ça n'a pas été ton passage favori et notamment parce qu'il y a eu les moustiques dont tu nous as parlé tout à l'heure, mais je crois qu'en termes de décor c'était pas non plus ce que tu as préféré de ton expérience. Alors l'Oregon, en fait, j'ai malheureusement été dans la pire période, c'est-à-dire la période de fonte de neige. Donc tu as pas vraiment la beauté de toute la section et surtout les moustiques. Vraiment, en fait, pour moi, l'Oregon c'est moustique. Voilà, c'est équivaut à moustique, c'est équivaut à rien d'autre. Vraiment, j'ai pris aucun plaisir. J'avais toujours mes yeux rivés sur mes pieds pendant la section. Elle fait 792 km, donc c'est long. 792 km en regardant ses pieds, c'est très long. Et en fait, c'est simple, t'as pas le temps de te poser. C'est-à-dire, en fait, tu sors ta journée, t'as envie de te reposer, et en fait, t'entends des moustiques qui viennent te ravager, et du coup, tu te mets dans ta tente direct, et t'as pas le temps de te barbouiller, du coup, tu t'endors. Vraiment, cette section-là, j'étais super content de la finir. C'est d'ailleurs, j'ai pleuré quand je suis arrivé au pont à la frontière entre l'Oregon et le Washington. J'ai vraiment chialé en me disant, ah putain, j'ai passé cette horreur, quoi. Et l'Oregon, je veux plus en entendre parler. Donc là, il y a l'État de Washington qui t'attend. Il y a encore 800 km devant toi. Alors, tu supposes que ça va être très beau. T'es dans quelle disposition? Est-ce que tu as déjà l'impression que le chapitre est en train de se conclure ou est-ce que quand on a 800 km encore devant soi, c'est impossible de se dire qu'on touche au but? Alors, ce qui est aussi pour venir juste un peu avant, en fait, c'est là où l'Oregon, j'ai vraiment commencé à faire des grosses journées. Vraiment, là, j'étais tout le temps à 80 km quasiment. Donc, du coup, là, je suis arrivé à Washington. J'étais très, très affûté.
Et donc j'avais vraiment entre guillemets les crocs en me disant voilà, là on peut avoir cet objectif-là de finir ça en moins de 70 jours et moins de 65 jours même. Donc c'était un peu ça l'état d'esprit quand je suis arrivé à Washington. Donc je me suis dit on va prendre la même dynamique qu'Oregon. Donc c'est vrai que les derniers jours ça a été beaucoup moins de plaisir parce que j'ai beaucoup plus subi notamment la performance physique du fait de moins dormir, de me lever très tôt le matin, de finir assez tard et surtout ouais, c'était vraiment cette fatigue-là qui était difficile à gérer. Mais du coup j'ai pris assez peu de plaisir notamment au niveau des paysages. Parce que c'est pareil, j'avais toujours les yeux rivés sur les pieds sur la montre, sur le portable, à me dire tiens là on arrive dans la section et ainsi de suite. Donc c'est vraiment plus du calcul et c'est vraiment sur les 2 derniers jours de Washington où j'ai un peu lâché prise et là je me suis dit mais attends là t'arrives là quoi. Donc c'est vrai que là c'est là où j'ai commencé et aussi je précise que il y a eu un feu de forêt qui est arrivé dans Washington. Et donc pareil, j'ai dû grouiller aussi. Ça a failli compromettre. Ouais, ça a failli compromettre et j'en reviens à cette anecdote qui est assez marrante, c'est que je suis arrivé à Earthpass. Earthpass, c'est le tout dernier passage avant de finir en fait le sentier. Et en fait, je savais qu'il y avait des feux de forêt qui groupillaient partout dans Washington et donc j'avais absolument pas le choix de grouiller. Et donc je suis arrivé à Earthpass et je suis tombé sur un rangers qui m'a dit en fait bah écoute, tu pourras pas aller plus loin. Parce qu'il y a un feu de forêt à la frontière et là je l'ai regardé, j'ai dit waouh non tu ne fais pas ça toi. Tu ne fais pas ça, attends je vais me faire 4240 km. On va pas craquer maintenant là. Ah non c'est mort. Et du coup il m'a dit écoute c'est simple, si t'es assez rapide, si t'as encore un peu dans les gaz et que t'arrives à peu près avant demain quoi, ça sera bon, la section sera pas encore fermée officiellement. Donc j'ai dû courir comme un zinzin et c'était assez fou le finish, mais malheureusement j'ai pas assez apprécié le petit finish. D'ailleurs c'est assez marrant, c'est qu'en fait je suis arrivé au monument qui symbolise la frontière et en fait je suis arrivé limite en pleine balle en passant à côté quoi. Donc donc voilà, après j'ai dû refaire une vidéo justement pour immortaliser le moment, donc c'était assez marrant. Est-ce que tu as été gagné par la nostalgie à ce moment-là, à l'approche de la fin, ou c'était pas le moment? Si ouais, j'ai pleuré déjà, enfin je m'attendais à pleurer parce que je me suis dit c'est fou quoi, c'est des moments que j'en avais rêvé de ce moment-là, de voir juste ce monument et d'arriver à la frontière. Donc c'est vrai que pour moi c'était symbolique. Et en fait, ce qui était assez fou, c'est que j'avais pas conscience du fait de me dire en fait c'est fini. J'avais l'impression que ça allait continuer en fait le lendemain. Et en fait non, c'était fini quoi. Donc pour moi je repartais et c'est ça qui m'a mis un gros coup de blues d'ailleurs quand je suis revenu en France. J'ai eu ce gros syndrome post-trail, de dépression post-trail où j'étais vraiment vraiment pas bien psychologiquement parce que voilà cette aventure m'avait vraiment marqué quoi. Tu as bouclé donc au bout de 65 jours. Ce qui était beaucoup moins qu'initialement prévu, ce projet de P-City. Est-ce que cette aventure, elle a été fidèle à ce que tu imagines? Rien ne se passe évidemment comme prévu, mais est-ce que dans l'idée, dans ce que tu as ressenti à l'issue de ce projet, t'as été emporté complètement ailleurs dans des retranchements physiques, psychologiques que tu soupçonnais pas, dans ce que tu as pu voir, expérimenter dans tes relations humaines aussi? On n'a pas tellement développé sur le sujet, mais c'était quand même aussi au cœur de ta démarche, c'était aussi au contact de l'autre. À quel point c'était aussi beau que ce que tu pouvais rêver? En fait, j'ai été agréablement surpris du fait que physiquement, je m'étais pas jamais mis dans des états pas possibles, enfin très rarement, et j'avais plutôt bien vécu la chose. Là où j'étais vraiment impressionné, c'est vraiment par toutes les rencontres que j'ai pu faire, parce qu'en fait, j'avais pas forcément une bonne vision de l'humain de manière générale, vu comme je te disais, je suis quelqu'un d'assez solitaire, et donc ça m'a permis de vraiment m'ouvrir encore plus aux autres. Notamment en fait c'est assez fou, c'est qu'en fait parfois je voyais des personnes qui pour moi me semblaient inférieures à moi physiquement et en fait ils avaient énormément de choses à me partager et à m'apprendre en fait sur le sentier, sur la manière dont on aborde une aventure comme celle-ci. Et donc j'ai appris énormément de ce genre de choses et j'ai beaucoup acquis en sagesse, notamment grâce au pouvoir des rencontres, parce que voilà, des rencontres j'en faisais tous les jours, des gens qui m'ont accueilli. On a célébré mon anniversaire sur le sentier dans une espèce de grange géante avec des gens que je connaissais pas et qui avaient aucun intérêt à faire ça, mais ils l'ont fait parce et qu'il n'y avait pas de cadeau. Ouais, pas de cadeau. Il n'y avait pas eu de cadeau. C'était eux le cadeau. Mais non, c'est ça qui est fou quoi, de me dire en fait ces gens-là ils avaient rien. Enfin pourquoi eux ils me donneraient ça en fait? Je leur avais rien donné, mais ils m'ont donné quand même sans rien me demander en retour. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait il y avait vraiment de belles personnes et que c'était juste moi qui m'étais mis parfois tout simplement comment t'expliquer, des stéréotypes sur certaines personnes, etc. Donc voilà. Donc je pense que ça m'a vraiment changé sur ça, sur les rencontres et sur la manière d'aborder les gens de manière générale. Ta plus belle surprise sur ce PCT, un moment, un truc qui t'a étonné? Waouh, il y en a tellement. Cette question-là, elle me surprend. Hyper dur, Ah ouais, impossible. Cette question, elle est horrible. Là, je vais essayer de dire vite fait.
Je pense que c'est ça. C'est en fait j'étais tout seul dans un petit fast-food le jour de mon anniversaire justement. J'avais décidé de finir la journée un peu plus rapidement, donc je me suis retrouvé tout seul et j'avais acheté des bougies pour foutre ça sur mon burger et en fait faire un FaceTime avec mes parents. Et au final justement je croise ce couple à ma droite et ils me disent bah écoute, enfin c'est trop triste, tu vas pas fêter ton anniversaire tout seul. Écoute, ce que je te propose c'est que tu viennes avec nous. Et tu verras, on va te fêter ton anniversaire. Et je suis arrivé dans une espèce de grange géante. Il y avait littéralement 2000 personnes dans cette grange. En fait, ils fêtaient une espèce de fête. Enfin, c'est assez bizarre. Ils faisaient des stages en fait de montagne. Et donc, je me suis retrouvé là et que des centaines de personnes souhaitent mon anniversaire comme ça, c'était assez fou. J'ai encore des vidéos. Donc, non, je pense que c'était un des moments les plus marquants. Ouais. Il y avait une étape qui était importante derrière sur ton cheminement vers la Barclay, tes aspirations à un jour en prendre le départ et idéalement la finir. C'était la Barclay Folk Classic qui se tenait fin septembre. Comment est-ce qu'elle s'est passée? L'idée, c'est qu'il y a je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais un golden ticket en tout cas qui est remis au premier, qui lui donne accès à la Barclay. Donc il n'y a pas le choix, il faut finir première au premier. Est-ce que tu peux nous partager ta course? Comment elle s'est passée? Alors c'est vrai que cette course-là, elle est folle parce que déjà il y a personne qu'on n'avait jamais parlé, notamment en France. Il y a très très peu de récits de course. Il y en a même pas en fait. Du coup, c'était très compliqué de trouver des informations. Donc du coup, j'ai passé quasiment une semaine et demie avant de cette course-là dans la forêt de la Barclay. Chez un mec qui m'a accueilli, qui s'appelle Brian, qui connaît la forêt par cœur, qui d'ailleurs cache les livres au moment de la Barclay, etc. Donc qui connaît vraiment toutes les sections. Donc j'ai passé mon Donc temps Brian, il est pas in the kitchen, il est dans la forêt. ouais, he's in the forest, yeah. Et du coup j'ai passé mon temps à faire les sections un peu de la forêt avec lui, les sections officielles, parce que faut savoir que Frozenhead, c'est une forêt qui est quand même très atypique, où tout se ressemble, où tout se mélange un peu, donc c'est très compliqué. Et donc voilà, donc le problème c'est qu'en fait sur la Barclay Folk Classic, c'est une course qui est décrite comme faisant 50 kilomètres, mais elle en fait pas 50, elle en fait beaucoup plus. Et surtout tu connais le parcours officiel parce qu'en fait il change le parcours tous les ans. Tu le connais que la veille. Donc voilà, donc faut s'attendre à ça et tu passes dans deux sections hors sentier. Donc tu as que deux sections hors sentier sur la course qui s'appellent Raggio et Testicle Spectacle. Donc Raggio, pour ceux qui connaissent pas, c'est 900 mètres, 500, je sais même plus c'est combien de dénivelé positif. Je crois que ça va être 900 mètres, 800 mètres de dénivelé positif que dans des ronces. Donc c'est vraiment des ronces. Hein. Tu passes dans des ronces qui te lacèrent le visage, les jambes. Donc tu as du sang sur le bas, enfin sur le sentier. C'est assez fou de se dire que c'est autorisé, mais il l'a fait. Et puis après tu passes dans ce Testicle Spectacle qui est aussi pareil une section où J'entends testicule, c'est normal ou pas? Non, alors, va savoir pourquoi. Il est complètement zinzin et il a dit que ça ressemblait à des testicules, donc il a appelé cette section Testicle. Mon oreille m'a pas trahi. non, mais c'est parce qu'en fait, je crois, si j'ai pas de bêtises, que les ronces, elles t'arrachent les testicules, donc c'est pas, c'est tiré par les cheveux, c'est du las, quoi. Et donc, voilà un peu comment se profile la course. Et donc, je suis arrivé, en fait, en me disant, je dois gagner, j'ai pas le choix, parce que de toute manière, c'est un peu la seule chose que t'as à faire sur cette course, c'est de gagner pour avoir le fameux golden ticket. Et donc, j'ai abordé cette course en me disant que j'allais, voilà, essayer de prendre un peu des risques parce que c'est ce que je voulais faire. Et donc j'ai pris des risques parce que je suis arrivé premier dans la section de Raggio, qui est une section où il y a du coup toutes les ronces et la section où il faut pas arriver en premier. Donc j'ai débroussaillé un peu tout seul au début et puis après tout le monde te rejoint parce que forcément ça fait un espèce d'embouteillage. Et donc tout le monde essaye de défricher les ronces, de passer un peu dans le sentier. Et donc je suis arrivé à la prison de la Barclay et toujours en première position et j'ai commencé à prendre le lead après la section de Testicle Spectacle. Et après, bon, j'ai remonté Raggio et j'étais toujours en première position. Et donc là, je me suis dit cool, quoi. Je suis premier. Les mecs ont l'air cramés derrière et tout. Enfin, c'est fou, quoi, ce que je suis en train de vivre. Et du coup, j'ai continué. Sauf qu'en fait, depuis le début de la course, je n'arrivais pas à m'alimenter. J'avais rien réussi à manger. J'arrivais juste à boire de l'eau. Et donc, après 7 heures de course, ça commence à piquer. Et donc, malheureusement, j'avais reconnu tous les sentiers officiels, sauf un. Et du coup, en arrivant à ce sentier-là, j'avais une bifurcation entre soit j'allais à gauche, soit j'allais à droite. Et bon, malheureusement, je suis allé à droite. Et donc, je suis allé à droite. J'ai continué pendant, je sais pas, j'avais pas la notion de temps à ce moment-là, mais ça devait être 5-10 minutes. Et en fait, en me retrouvant face à juste un tronc d'arbre et en me disant, ah, merde, je me suis perdu. Et donc, j'ai dû tout rebrousser, tout redescendre et je suis arrivé devant Laz parce qu'en fait, Laz, il est au kilomètre 42 pour te dire, en fait, si tu es encore dans les temps pour finir la course ou alors si tout simplement, il te demande d'abandonner, en fait. Et donc, tu n'as pas le choix, même si tu es dans les premiers, tu dois toujours passer par ce moment-là. Et donc, je suis arrivé devant Laz et il m'a dit, écoute, t'as 8 minutes de retard sur le premier. Et là, j'ai su que la course était finie parce qu'il restait assez peu de kilomètres. Et donc voilà. Donc, du coup, j'ai pu terminer deuxième, à une place du Golden Ticket. Donc, c'était un peu frustrant. Et ce qui est assez fou, c'est que le premier ne savait pas qu'il était premier, en fait.
Et on voit sur la photo de fin, il se tourne la tête en se disant what, enfin qu'est-ce qui s'est passé quoi. Parce que je pense qu'il s'attendait pas à être premier, donc voilà. Mais bon, bravo à lui. Tu retiens de ça la déception ou la validation quand même que voilà, t'as des capacités et que c'est quelque chose qui est envisageable en soi? En fait, le truc qui était important pour moi, c'est déjà de découvrir la forêt, l'univers et tout. Donc ça, c'était le premier point et ça, c'était validé. Donc voilà. Deuxième point, de me rapprocher un peu plus de la communauté de Barclay, parce que voilà, on est beaucoup à vouloir y rentrer, mais de là à être proche, de connaître les personnes un peu à l'intérieur de la course, etc., c'est pas facile. Donc c'était aussi le deuxième point. Et le troisième point, j'étais pas forcément déçu parce que en fait, j'avais vécu cette expérience aux États-Unis, cette traversée. Donc je me suis dit bon, écoute, si j'étais allé aux États-Unis que pour la course et que j'avais perdu, là, je pense que j'aurais déprimé. Mais là, de me dire, voilà, t'as fait cette traversée des États-Unis, t'as rencontré plein de gens, t'as vu la forêt, et puis écoute, ça sera encore du plus et du bonus pour y revenir une seconde fois. Merci beaucoup, Antoine. On va parler un petit peu d'avenir. Ton année 2025, à quel point elle est dessinée? Qu'est-ce que tu en sais aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura un retour dans la trace fantôme aussi dans les autres sujets connexes à ta propre pratique? Alors, je vais remettre un dossard sur un trail qui est pas très connu, qui s'appelle le trail des coursières. Alors, on me demande tout le temps pourquoi tu vas faire le trail des coursières. C'est parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de rêves de dossard, mais j'ai une course que je rêve beaucoup de faire qui s'appelle la Western States, qui est assez connue. Et en fait, il faut faire des courses qualificatives avec des tickets à mettre dans la loterie. Et donc là, c'est ma 5e année. Donc je me dis que là, 6e année, il y aura peut-être des chances que j'y sois l'année prochaine. Donc ça, c'est un peu le premier point. Et deuxième point, toujours dans l'objectif de faire la Barclay. J'en ai parlé à Aurélien d'ailleurs sur la Bacard. En fait, lui, il a le record du GR10 sans assistance, donc qui est la traversée des Pyrénées. Et donc voilà, je lui ai dit très gentiment que j'allais essayer de me frotter à son record, qui est de 12 jours et 5 heures. Donc c'est quand même une très grosse marque. Donc voilà, donc c'est un peu l'objectif de toute l'année. C'est pour ça que je déménage à Annecy du coup lundi pour aussi m'entraîner et puis passer un cap aussi à ce niveau-là. C'est quand ce record là que tu l'envisages de t'y frotter? Début juillet. Est-ce que tu vas être au premier rang là et derrière ton écran là pour suivre la Barclay? Alors c'est assez compliqué à suivre, mais est-ce que tu as déjà prévu d'y passer et de prendre ton petit bol de café pour faire des nuits blanches devant la Barclay? Bah toujours, hein, moi j'ai toujours le Twitter de Kiss Dune comme un foufou. Le truc c'est que cette année en fait ils ont mis énormément de restrictions sur la communication de la Barclay parce qu'en fait il y a eu énormément de fuites d'informations, notamment sur les coureurs, etc. Donc cette année ils ont mis beaucoup de restrictions. Donc ce qui fait qu'en fait voilà, tous les groupes Facebook notamment qui partageaient les informations normalement vont être bannis un peu de faire ça. Donc il y aura vraiment que le Twitter à suivre, ce qui est assez fou parce que aujourd'hui les coureurs n'ont plus le droit de dire qu'ils font la Barclay, qu'ils vont participer à la Barclay publiquement. C'est un peu voilà proscrit à cause du fait qu'il y a beaucoup d'informations confutées et donc ouais voilà. Je voudrais qu'on conclue l'épisode en reparlant du PCT et donc tu vas y retourner en tout cas, c'est quelque chose que tu as en tête avec cette idée là d'avoir des aspirations de performance qui sont encore plus élevées maintenant que tu connais mieux le terrain et puis la façon et la gestion sur un tel défi. C'est quoi le piège à éviter en y allant une deuxième fois quand tu connais, tu as tes repères? Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter et qui pourrait peut-être nuire à ta quête de record? Je pense que le premier point, c'est surtout d'avoir vraiment un très très bon entourage, c'est-à-dire d'avoir vraiment une assistance aux petits oignons. Parce qu'en fait, sans assistance, je pense que c'est pas possible. C'est d'ailleurs Karel qui le dit lui-même. Il le dit, si quelqu'un veut faire ce record, il faudra qu'il soit fort, mais il faudra qu'il ait un crew, donc une équipe vraiment dévouée, parce que c'est ça la clé, c'est l'équipe, parce que voilà, ça permet de te décharger mentalement de beaucoup de choses. Donc ça va être ça sera le point principal. Et deuxième avec de l'anti-moustique donc. Avec des anti-moustiques. Le crew qui va être armé de spray. Et le deuxième point, et qui est très important aussi, c'est de pas se mettre de pression par rapport au record actuel, parce que voilà, il est certes très impressionnant parce que c'est quasiment 93 km par jour, mais en se mettant beaucoup moins de pression avec cette notion de chiffre, ça permet de se pousser aussi beaucoup plus davantage. Donc je pense que c'est les 2 points clés qu'il faudra faire attention. Mais bon, je compte pas y retourner en 2027-2028, surtout parce qu'il faut trouver 3-4 personnes qui soient prêtes à partir avec toi pendant 45 jours. Donc c'est loin d'être évident. Antoine, c'est déjà la dernière question du podcast. C'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise à partager avec nous qui aurait une saveur particulière qui est très révélatrice de ton état d'esprit? Alors, je pense que ça va un peu témoigner de tout ce que je dis depuis le début. Ça s'appelle Per Aspera ad Astra, donc qui est par des voies ardues jusqu'aux étoiles. Donc, pour moi, il n'y a pas de secret. Si on veut arriver jusqu'aux étoiles, que ce soit dans toutes les sphères de sa vie, il faut passer par des voies un peu difficiles, un peu compliquées. Et quoi qu'il arrive, ça mène jusqu'aux étoiles. À toi de les décrocher ensuite. Exactement. C'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup. C'était un très chouette moment. Merci d'avoir partagé avec nous ce rêve américain qui ne sera pas sans suite. On l'a compris. Je te souhaite de réaliser ton rêve de Barclay aussi le moment venu. Voilà, c'est un long chemin, mais je te souhaite que
cette étoile aussi, tu l'atteignes. Voilà, on va suivre avec beaucoup d'attention en tout cas la suite de tes aventures. Je te souhaite beaucoup de bonheur et une très belle année 2025. Et merci pour ce temps que tu nous as accordé. En tout cas, c'était un très chouette moment. Merci beaucoup à toi et puis j'espère te voir à la Trace Fantôme, un de ces 4. Et ouais, attends, je pourrais me lancer d'un truc comme ça là, mais elle est assez dissuasive quand même de ce que tu m'as dit là. Qui sait, il ne faut jamais dire jamais en tout cas, c'est une certitude. Merci Antoine. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.